Bonsoir à tous et tous, bonjour à tous et tous, pardon, il est 17h, on dit encore bonjour, salut Julot, salut Lagofou, salut Lord Gibus, salut Kilo, salut Arcos, bienvenue dans le Talk de France Info, 2 heures de stream les mercredis et jeudis soirs pour décrypter l'actu politique, économique, géostratégique, diplomatique, l'actu des sciences, de la tech, du web, et puis aussi l'actu des rêves et certainement celle des idées. Salut Stranchk, salut Kyle, salut Joker, ce stream on le fait ensemble, chers amis, c'est-à-dire avec vous dans le chat, posez vos questions aux invités. Moi, je les passe en direct. Vous avez le droit de tout dire et même de râler. La seule règle, c'est d'être courtois et bienveillant. En fait, c'est de râler avec le sourire. Au programme de ces 2 heures, la chute de Bachar al-Assad en Syrie, avec 4 jours après encore des scènes de l'IS à Damas, la capitale syrienne désormais contrôlée par le groupe rebelle islamiste HTS, pardon, Tahrir al-Sham, pardon. Oh là là, ça commence bien. Ce sont les yeux du monde entier qui sont désormais braqués sur eux, avec évidemment des questions. Passer le temps de la joie, des prisonniers libérés, des familles qui se retrouvent, du tyran qui trouve refuge à Moscou. Qu'en sera-t-il d'une Syrie économiquement exsangue, avec un État en transition, mais dont on peine à saisir la nature et les intentions de son nouveau pouvoir? Ce sera jusqu'aux 18h, heure à laquelle nous reprendrons l'avion pour atterrir sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle et filer coché devant la quai derrière au palais de l'Élysée, d'où Emmanuel Macron a promis de nommer d'ici demain un nouveau Premier ministre. Ce matin, en Conseil des ministres, donc, le chef de l'État reconnaissait que la coalition qui soutenait Michel Barnier n'avait pas pu être élargie à ce stade. Le président de la République qui paraît brouiller les pistes, coincé entre la maîtrise des horloges et les intérêts contradictoires des représentants de l'échiquier politique, avec bien sûr, scotché sur les murs de cette pièce, des questions nombreuses. Quand saura-t-on le nom du futur locataire de l'hôtel de Matignon? Est-ce qu'on va vers un accord de non-censure? Et puis peut-être aussi, est-ce qu'Emmanuel Macron ne joue pas avec le feu en excluant Marine Le Pen de cet espace de jeu? Ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h05, passé de 15 secondes à Paris, Tourcoing, certainement Amiens, 18h et un peu plus à Beyrouth, à peu près déjà demain, Sydney ou Tokyo, et 19h à Damas, la capitale de la Syrie, prise il y a 2 jours par les rebelles du groupe islamiste HTS. La prise de Damas qui sonne l'épilogue de 5 décennies de la dictature sanglante du clan Assad, un tournant historique qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère en Syrie, l'espoir d'une reconstruction politique autant qu'économique après 13 années de guerre et de répression sanglante. Alors les changements sont déjà visibles, hein. Le drapeau du régime de Bachar al-Assad avec ses étoiles vertes a été remplacé par celui aux étoiles rouges de la République syrienne. Une révolution symbolique bien sûr, mais aussi un grand saut dans l'inconnu. Salut Shazam Haddad. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est Merci pour l'invitation. un plaisir largement partagé. Salut Shazat, t'es journaliste indépendante, auteur du documentaire Nour, co-réalisé avec Stéphanie Lebrun. Exactement. À tes côtés, Chris Ubi. Salut Chris. Bonsoir. T'es réalisateur, producteur, photographe, spécialiste de la Syrie. On peut dire ça. Et à tes côtés, Christian Chesneau, qu'on connaît bien à la Maison de la Radio. T'es journaliste, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Bienvenue donc chez toi. Merci, oui. Vous connaissez très bien la Syrie tous les trois. Peut-être une première réaction pour qu'on lance un peu les choses avant les questions du chat. Comment vous avez ressenti cette accélération formidable? Est-ce qu'il y avait des signaux faibles? Qui veut? Euh, D'abord, moi, j'aimerais bien, premièrement, dire félicitations à tous les Syriens, toutes les Syriennes et les Syriens qui ont participé à cette victoire, qui ont vécu 13 ans de guerre et de déchirement. Ils ont vu leur pays détruit. La Syrie était oubliée pendant 13 ans et aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui, ce soir, dire bravo, bravo, parce qu'on a quand même réussi, malgré tout, tourner la page de barbarie, de tyrannie, du dictature, le pire dictature qu'on puisse le voir dans le, entre-temps, quoi. Et donc, c'est un grand soulagement. Ça me soulage personnellement, parce que moi, j'étais quand même j'ai un parcours assez chaotique en Syrie et ça me soulage énormément. Je sais bien que la question qui se pose depuis une semaine, quel avenir pour la Syrie? Je suis optimiste et lucide. Je suis ok, j'aurais peut-être maintenant, je suis contente, heureuse de tourner cette page de barbarie, mais j'aurais aimé que ce soit autrement. Genre, j'aurais aimé, ok, il est temps de dire, je jugeais les rebelles et le nouveau gouvernement. Mais j'aurais aimé que ce soit nous, les rebelles, la voix d'une Syrie laïque qui prenait le pouvoir.
Je ne peux pas dire mieux que ma voisine, effectivement, sur la reprise de Damas, intervenant en Syrie depuis le début de la révolution. Ça nous a pris de court et c'est d'abord la joie qui nous a surpris, hein, parce qu'on pensait même que ça s'arrêterait peut-être à Alep. Et une semaine après, à Damas, ça y est, quoi, tout le monde est là. La question, c'était est-ce qu'il y avait peut-être des signes avant-coureurs. Alors moi, j'étais en Syrie il y a 3 semaines, du côté kurde, dans le nord-est, hein, et on voyait quand même qu'à Idlib, ça s'agitait quand même pas mal, hein, depuis quelques semaines. On va parler de beaucoup de villes, de beaucoup de régions, avec des Voilà, gens qui sont très différents, qui ne s'entendent pas absolument. forcément. Tu peux peut-être situer un petit peu. Alors, Idlib, c'est de là que part HTS, c'est de là que même a été construit ce groupe. Et en fait, pour répondre succinctement à ces questions, il y avait de plus en plus de vidéos de propagande qui sortaient d'Idlib, et notamment, on se croyait presque en Corée du Nord, parce qu'il y avait des troupes de soldats qui défilaient de plus en plus et qui apparaissaient sur les réseaux sociaux. Et quand même en Syrie, du côté kurde, ils s'inquiétaient beaucoup de ça, et c'est pour ça qu'on les voyait beaucoup. C'est quand même ça ressemblait à quelque chose de nouveau. Il y avait une nouvelle communication qui était là. Donc on se disait peut-être qu'il va se passer quelque chose. Les Kurdes ont toujours peur que Erdogan, le président turc, intervienne. Ils disaient ah, il y a quelque chose qui bouge. Donc il y avait un signal faible, c'était ton expression, je la reprends, qui était là, qui traînait, qui était là depuis le mois de septembre, hein, j'y étais aussi là, à ce moment-là, et on se disait c'est bizarre. Il y a un nouveau message qui est envoyé au monde, des gens très organisés, il y avait des troupes de Ouïghours, donc c'est les gens qui se disent du Turkestan, c'est comme ça qu'ils appellent leur territoire en Chine, qui défilaient, avec quand même beaucoup de mitraillettes, très organisées, etc. etc. Ah, on se demandait ce qui se passait. Et quelques semaines plus tard, on sait. Christian, chez nous. Oui, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que oui, on a été tous un peu surpris, peut-être des signaux faibles, mais très faibles, même les chancelleries, enfin voilà, beaucoup de pays ont été pris de court. Pourquoi ? Parce qu'on va dire, la Syrie est devenue un espèce de trou noir, où bon, les journalistes y allaient un petit peu dans les zones kurdes, parfois chez les rebelles d'Idlib, mais voilà, en gros, trou noir. Et en plus, on a eu une actualité, on en a déjà parlé, avec le 7 octobre, la bande de Gaza, Hamas, qui a vraiment aspiré le Proche-Orient. Ensuite, on a eu le Liban, le Hezbollah, la guerre au Liban. On a eu aussi les frappes contre l'Iran. Et c'est vrai que la Syrie avait un peu disparu des écrans radars. Alors, on savait que les rebelles étaient toujours là, peut-être qu'ils se développaient. On savait que le régime, lui, il survivait, mais que ça n'avançait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un peu l'idée, cette formule, c'est-à-dire que Bachar avait gagné la guerre, avait écrasé les rebelles, mais a perdu la paix. C'est-à-dire qu'il a, à un moment donné, après avoir repris toutes les villes, les grandes villes, il n'a pas pu ou il n'a pas voulu, hein, surtout. Hein, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de faire des... Il est resté droit dans ses bottes, jusqu'au dernier moment d'ailleurs. Hein, je suis le patron. Et donc, ça s'est effondré comme un château de cartes. Parce que quand vous avez une armée où les gens sont payés $30 par mois, vous n'allez pas vous faire trouver la peau pour quelqu'un où on a vu les Ferrari, etc. et qui est parti. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs choses. La Syrie sortie de l'actualité, un trou noir. Une actualité très forte juste avant. Gaza, Liban, Iran. Ukraine en toile de fond quand même aussi. Donc c'est vrai que la Syrie, on n'avait plus beaucoup d'informations, volontairement ou pas. Voilà. Donc ça explique un peu la surprise. Alors justement, je rebondis, parce qu'effectivement, pour avoir travaillé sur les réfugiés là, qui venaient dans le nord-est, ils nous racontaient quand même que du côté régime, c'était un peu le chaos. Et que beaucoup de soldats laissaient passer les réfugiés en fermant les yeux. Les soldats qui étaient mal payés, notamment. Voilà, mais les soldats qui étaient à 20 ou 30 Une dollars, population effectivement, qui crève par la mois. dalle, littéralement. Et en fait, c'est un élément, moi, que je ne lis pas dans la presse ces derniers jours, mais qui est, à mon avis, un élément important, qui est un élément qui est la conséquence de la loi César. Finalement... Il faut que tu rappelles ce qu'est la loi César. Je rappelle, en fait, c'est une... On va dire que c'est une punition de la part des pays occidentaux et des Américains en particulier sur le régime de Bachar el-Assad, à la suite des preuves des tortures à Sednaya, puisque on a anonymisé quelqu'un, on l'a appelé César, on a eu les photos. Sednaya, c'est cette prison. Naya, la prison, effectivement. Des milliers de détenus torturés, tués. C'est le Guantanamo syrien. Voilà. Oui, c'est le Guantanamo syrien. C'est un prison qui symbolise le terreur qui s'est déroulé pendant 50 ans en Syrie. Et on voit les images aujourd'hui qui sortaient de Sénat. Pardon, je vous ai coupé, mais les images, moi, j'étais juste à côté de ce prison. Et les gens, ils sortaient de Sednaya, ils étaient transférés dans un autre centre de détention. Et ils étaient contents d'être dans un prison
un petit peu plus humanisé, enfin, même pas humanisé, on peut même pas dire humanisé. Moins pire. Oui, moins pire, on va dire, entre Abu Ghraib, le fameux prison en Irak, et Guantanamo. En fait, on avait 12 choix, en fait. Les Syriens, entre 12... Enfin, c'est horrible aujourd'hui ce qui s'est passé. On voyait des images, mais qui symbolisent, qui résument 50 ans de terreur. Nous chez moi, pendant 50 ans, dans ma famille, dans mon quartier, personne peut prononcer le nom de cette Naya. C'est ça ce qui s'est passé en Syrie, de Bachar al-Assad. Alors, effectivement, c'est l'une des pires prisons du monde, et les preuves sont sorties. Celui qui était effectivement le photographe de cette Naya a amené les preuves, et du coup, on l'a appelé César, et du coup, il y a eu la loi César qui interdit en fait le financement de la reconstruction en Syrie. Résultat des courses, le régime de Damas s'est retrouvé coincé au bout de quelques années. Il n'avait plus d'argent. Donc en fait, ce que l'on sait, et ce qu'on redécouvre d'ailleurs aujourd'hui, c'est que c'était devenu un narco-État, avec le Captagon et le Hedge-Boost dont on parle peu, mais c'est aussi quelque chose qui a ramené énormément d'argent. Et de fait, le clan Assad s'est enrichi grâce à tout ça. Et les fonctionnaires, les professeurs et les militaires, évidemment, se sont retrouvés avec des salaires très bas. Et en fait, je pense que c'est une notion qu'il faut vraiment avoir en tête. À Damas, il y a un an, il y avait des endroits où il y avait des famines. Dans la Routa, des gens mouraient de faim. Il y a des familles qui n'arrivaient plus à nourrir leurs gosses. Donc je pense qu'en fait, en faisant ça, les Américains ont bien joué leur coup. C'est qu'ils ont affamé en accusant le régime. Voilà. Et donc du coup, quand HTS est descendu, tout le monde les accueillait, y compris certains soldats de Bachar al-Assad qui aujourd'hui changent de camp en signant un pauvre papier en disant « on est avec vous ». Parce que c'était devenu tellement difficile que tout le monde a dit « ok, c'est une méthode que les Américains et les Occidentaux font dans nombre de pays ». Le Venezuela est un autre territoire un peu dans le même genre, mais à Damas, ça a fonctionné. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'effectivement, cette sape de l'intérieur, mais je rajouterais la couche Bachar, c'est-à-dire que parce que ces dernières années, il y avait une forme de reconnaissance de Bachar, par exemple, chez les Arabes. Il était à la Ligue arabe, encore il y a quelques mois, il était à... Il y avait une sorte de normalisation. Et il y a même des pays qui ont rouvert des ambassades, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Italie, plusieurs pays. Et là, c'est pour ça que je dis il faut aussi comprendre, il y a cette situation, elle est très vraie, mais il y a le personnage Bachar, qui n'est pas son père. C'est-à-dire que son père, Hafez el-Assad, il disait 3 fois non, et au 4e non, il disait peut-être oui, et il s'en tirait. Lui, il a voulu rester droit dans ses bottes, c'est-à-dire je me fous de tout le monde et je n'ai rien à vous dire, et que le Captagon, il avait promis d'arrêter le Captagon, par exemple, parce que le Captagon, il faut dire à nos auditeurs, ils vont beaucoup en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe. Et les Saoudiens avaient dit arrête le Captagon et on va t'aider financièrement. Il ne l'a pas fait. Erdogan lui a proposé cet été de venir à Istanbul pour parler, pour peut-être... Voilà. C'est-à-dire qu'il a dit non à tout le monde. Et donc, quand on dit non à tout le monde, y compris à ses amis, les Russes aussi n'en pouvaient plus, les Iraniens, et quand vous avez cette situation complètement dégradée, d'appauvrissement, de famine, bah vous êtes tout seul à la fin. Et puis bah, vous partez comme un malfaiteur et vous fuyez, quoi. Il y a Pimpin dans le chat. Salut Pimpin. Bonsoir Pimpin. Salut Pimpin. Bienvenue chez toi. Pimpin qui vous demande, davantage que moi, qu'en est-il des informations que nous avons sur les relations du Kremlin avec le nouveau gouvernement rebelle, en sachant que Bachar al-Assad serait à Moscou et que des bases russes sont encore sur le territoire syrien. Bon, il pose la question de manière plus générale des liens qu'entretient Vladimir Poutine avec Bachar al-Assad et quel a été le rôle des Russes dans tout ça. C'est une question, à mon avis, qui va demander beaucoup de Vous avez développement. 5 heures, chers amis. Bon, ce qu'on sait, c'est que Vladimir Poutine a fait des liens cet après-midi avec les rebelles pour les bases de l'attaqué de Tartus. Voilà, donc c'est un signal positif pour Poutine, évidemment. Il va essayer de faire des liens rapidement. Ce qui paraît contradictoire, parce que chez lui, il y a Bachar al-Assad et sa famille, qui sont arrivés il y a 3-4 jours. Donc, mais c'est pas très étonnant de la part des Russes. Pour des raisons humanitaires, dit voilà, des Vladimir raisons Poutine. humanitaires et pas du tout militaires. Par le Kremlin. Voilà, mais pour le Kremlin, je pense que c'est effectivement un échec énorme, parce que c'est la base en Méditerranée. Enfin, c'est Tartus, c'est quelque chose de très important. Et là, ils sont en train de la perdre, donc ils sont obligés de négocier. Oui, et encore une fois, Poutine, lui, c'est pas du tout un sentimental. Hein. Lui, non mais je veux dire que il aime Bachar. On a en tout cas connu plus sentimental que Vladimir Poutine. C'est quelqu'un, c'est l'intérêt pur, c'est-à-dire j'ai besoin de toi, tu me rends un service, ok, je te soutiens. Tu ne me rends plus service, je te lâche. Alors évidemment, il y a l'histoire des bases. Donc là, on va voir, ça va être intéressant. Est-ce qu'on va
est-ce qu'il va pouvoir les garder ou pas? Dans quelles conditions? Parce que les rebelles, enfin les nouveaux dirigeants maintenant, on peut dire ça, vont être soumis aussi à des pressions internationales. Il ne faut pas aussi, peut-être, on peut aussi imaginer peut-être avant des tractations. Parce que là, la chute de Bachar, évidemment, on l'a découvert entre samedi et dimanche. Effectivement, on a découvert mais depuis plusieurs jours, peut-être depuis plusieurs semaines, il y avait des tractations entre les Russes, les Turcs, les Qatariens, les rebelles, etc. Donc, est-ce que dans la corbeille, il y a eu quelques garanties ou pas? Voilà, je lâche Bachar, mais je garde mes bases pendant 20 ans. Voilà, après, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Et n'oublions pas quand même les Russes, quand ils ont aidé Bachar al-Assad en 2016, alors que les rebelles, à l'époque, ils ont quand même arrivé presque aux alentours de Damas. Ils ont récupéré beaucoup, tous les territoires, 60% de territoires en 2016. Et là, les Iraniens et les Russes, ils ont donné un coup de main à Bachar al-Assad. C'était pas gratuit quand même, parce que quand même, il y a une dette, il y a des dettes. Il y avait des milliers de contrats de dettes économie entre la Syrie et la Russie. C'était quand même pas Et c'est ça ce qu'il n'a pas compris Bachar al-Assad à l'époque, qu'en fait, tu es en train de vendre le pays. C'est pas juste construire des alliés politiques ou géopolitiques dans la région. Et c'est ce qu'il a payé aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, on va payer? Parce que les Russes, quand même, ou le gouvernement, les Jolani, les HTS, quand même, maintenant, il arrive au pouvoir avec un héritage, sacré héritage. Donc, bon courage. Avec le Russie, les Iraniens, c'est pas juste un jeu, quoi, politique. Et Jolani, maintenant, c'est quelqu'un, il faut pas croire qu'il y a un islamiste Baghdadi, à la Baghdadi, genre islamiste Daesh, quoi. Elle est en train tout de suite changer son discours pour avoir le soutien des Occidentaux, mais quand même, elle est en train de changer. Elle est ouverte au dialogue. Elle est en train quand même de tourner sa veste, ou peut-être même jouer avec tous les acteurs. Parce qu'en train de, quand même, c'est un jeu. Elle est en train de jouer et en train de dire, est-ce qu'on va avoir des intérêts avec les Russes aujourd'hui face aux Iraniens? Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut des Iraniens en Syrie. Que ce soit les Syriens, les Israéliens, le Qaïda, tout le monde, personne ne veut des Iraniens, et donc il y a des intérêts. Et entre un projet à la turque, un projet russe et un projet... est-ce que les Syriens ils vont trouver un projet partisan, un patriote? Là, c'est la grande question. Christian, je te voyais acquiescer Non, largement. non, mais évidemment, parce que là, c'est des millions de points d'interrogation. C'est-à-dire que là, on est encore au cœur de l'actualité. L'histoire se déroule en ce moment sous nos yeux, donc on ne peut pas avoir de recul. On parlait des Russes. Ça date pas de Bachar, les Russes, ça date de 70. Le père, Hafez al-Assad, a fait une alliance avec les Russes. À l'époque, c'était Saddam, c'était les Égyptiens, etc. Il y avait le camp soviétique. Donc, tous les officiers de l'armée, ou quasiment tous, ont été formés à Moscou. Des ingénieurs. Il y a beaucoup. Voilà. Donc, il y a aussi. Donc, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais évidemment, ça fait partie de l'héritage. Le problème maintenant, évidemment, il y a les Syriens là, qui changent de système, qui sont contents parce qu'évidemment, la dictature est partie. Un nouveau qui se met en place, donc il va y avoir des choses à régler en interne. La justice, effectivement, on parle effectivement quelle justice après tous les crimes dont on a parlé, etc. Quelle transition politique? Alors c'est prévu, il y a la résolution 2254 qui a été votée en 2015, avec un processus transitionnel de 6 mois, un premier gouvernement, une constitution, des élections, etc., etc. Mais le processus, il va falloir le cranter. Et puis après, il y a l'économie. En ce moment, les Syriens, c'est un peuple de mendiants, on l'a dit. C'est des millions. Il y a 13 millions de réfugiés et de déplacés. Donc ces gens-là vont arriver dans un pays complètement dévasté. Donc s'il n'y a pas une perfusion économique très vite, très forte, et donc notamment la levée des sanctions, je pense que là, il va falloir aller vite, parce que sinon, ça va s'enliser avec un jeu de puissance. On a parlé des Russes, mais il n'y a pas que les Russes, les Turcs, Israël, qui vient de bombarder
toutes les les bases, bases. toute l'armée syrienne est remise à zéro. Les Iraniens qui ont été mis à la porte, mais qui vont se faire un plaisir de miner le terrain et de balancer des bombes à retardement voilà. Daesh, les gens de Daesh, l'Irak, qui commence à dresser une oreille, qui se dit, bah tiens, nos cousins sont à Damas, est-ce que nous, c'est peut-être pas le moment d'y revenir? Les Kurdes qui se retrouvent un peu cernés. Donc c'est vrai que c'est des questions, tout ça, ça va se jouer en même temps. Et c'est vrai que c'est des points d'interrogation et pour l'instant, personne n'a la réponse. Chris. Oui, je pourrais pas faire. Je pourrais pas C'est faire un mieux. résumé, mais Il a tout résumé, mais effectivement, moi, bon, il y a quand même ce contexte tribal. Moi, je pense qu'il faut aussi le dire parce que c'est quand même. Il y avait, Une question. alors je sais pas trop prononcer ton pseudo, pardon. Je pense que c'est Nint Junior, mais je suis pas bien sûr. Bon, salut Nint. Bienvenue dans le talk de France Info qui tu parlais de relations tribales. Hein. Quelles sont les relations entre HTS et les Kurdes, par exemple? Est-ce qu'il y a un risque de guerre larvée? Alors, oui, mais justement, il faut être un peu précis là-dessus. C'est que l'histoire de HTS, en fait, déjà, c'est pas HTS. C'est une coalition de groupes armés qui sont partis d'Idlib, HTS étant le leader. Mais ils traînent avec eux d'autres groupes qui sont pro-turcs. Le fameux Syrian National Army qui a été créé par les Turcs en 2017, si je dis pas de bêtises, qui sont des anciens groupes ASL, Armée syrienne libre, pour certains modérés, d'autres complètement islamisés et pro-turcs. Et c'est pour certains, évidemment, ils détestent les Kurdes. C'est ceux qui ont attaqué les Kurdes en 2018, notamment à Afrin, et qui continuent aujourd'hui dans certaines zones comme Manbij. Bref, en tout cas, ceux-là, on en est sûr, ils n'aiment pas les Kurdes, mais ils ont bossé avec HTS. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si HTS va laisser faire ce groupe. Giolani et Erdogan ne sont pas forcément amis, mais ils collaborent ensemble, donc c'est très compliqué aussi. On parle effectivement des relations intra-syriennes, mais les relations avec la Turquie. La Turquie, on le sait, aimerait envahir le Rojava pour des raisons qui les concernent. Ils prennent les Kurdes pour des terroristes, voilà, bon, très bien. Mais que vont faire les Arabes syriens? On ne sait pas. La ville de Deir ez-Zor aujourd'hui est tombée, enfin cette nuit, pardon, est tombée dans les mains d'HTS. Bon, moi je vois quand même quelque chose, non pas d'inquiétant, mais cette zone, qui est le désert de la Bédia, et celle de Daesh. Pas se mentir, ils sont passés par là, HTS. Donc ils reprennent Deir ez-Zor, qui n'est pas une ville très modérée non plus. Les tribus justement de Deir ez-Zor, je dis bien Deir ez-Zor, et pas forcément de Raqqa qui est pas très loin, peuvent être compatibles avec Daesh. Pardon. On ne sait pas exactement ce qui se passe là-bas. On peut se poser des questions sur effectivement les embardés HTS compatibles avec Daesh. C'est une question. Et les tribus sont responsables de ça. Mais les tribus arabes du sud, enfin en tout cas du sud de l'Euphrate, de Raqqa et de Deir ez-Zor pour les fréquenter régulièrement, oui, ils n'aiment pas les Kurdes. Les Kurdes se sont installés à Raqqa après effectivement que la coalition soit intervenue, brutalement. Pour les locaux, les Kurdes s'installent administrativement, il y a de la corruption, aujourd'hui c'est compliqué, il y a de la sécurité, enfin bref, les Arabes, quand on les interroge, les tribus n'aiment pas les Kurdes. Donc, en fait, il y en a beaucoup, et pour avoir travaillé de nombreuses fois à Raqqa, il y en a beaucoup qui me disent, bon, au moins sous Daesh, il y avait de la sécurité. C'est quand même ce qu'on entend, et on l'a vu même dans le documentaire d'Hélène sur France 5 il y a quelques jours, c'est ce que j'entends aussi, il y en a beaucoup qui préfèrent Daesh. On parle bien de chefs de tribu. Bon, par ailleurs, les chefs de tribu, les chers chamars, ont des problèmes aussi avec Daesh. Ils les aiment pas, ils parlent avec eux et ils s'inquiètent. Donc voilà, maintenant Deir ez-Zor est tombé dans les mains d'HTS, mais quel groupe d'HTS a pris Deir ez-Zor? Moi j'ai du mal à comprendre encore s'il n'y a pas des collaborations qui nous font peur de ce côté-là. Et pour compléter le tableau, donc dans l'est, là on parle de l'est de la Syrie, hein, c'est-à-dire contre la Turquie et l'Irak, hein, c'est vraiment le bout le plus oriental. On a des forces spéciales américaines. Parce qu'il y a des puits de pétrole dans ce coin-là, et quelques forces spéciales françaises qui sont toujours là-bas, et des Kurdes qui gardent les fameux camps de Daesh, de prisonniers, où il y avait encore je crois que c'est Al-Hol, voilà. Et donc voilà, donc tout ça, ça fait quand même une petite poudrière, et ça fait quand même beaucoup d'intérêts étrangers qui sont pas forcément concordants. C'est ce que dit Volka dans le chat. Hein. Volka qui dit j'ai bien peur que des forces extérieures profitent du chaos. Alors, tu parles des Américains, des Français. En tout cas, c'est. Il y a notamment les Israéliens là, qui commencent à prendre position. Enfin, ça fait beaucoup de monde. Je veux dire, ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Ça fait beaucoup d'acteurs en tout cas, avec des intérêts beaucoup de moins monde. contradictoires. Bah, voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'intérêts, et puis vous rajoutez ça, Monsieur Trump qui va arriver à la Maison Blanche le 20 janvier, qui a aussi une politique régionale, des grandes visions de paix. Qu'est-ce qui va
va faire. Vous avez aussi un Benjamin Netanyahou très agressif qui veut s'en prendre à l'Iran, encore une fois, qui vient de détruire complètement l'armée syrienne, qui l'a ramené 50 ans en arrière. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'acteurs, un puzzle qui est un jeu qui est compliqué, un Mikado qui est très compliqué. Donc pour l'instant, on n'y voit pas encore très très clair, hein, il faut le dire. Il y a Pimpin, Pimpin, il est très prolixe en questions ce soir. Une autre question de Pimpin, et Pimpin qui pose 2 questions en une. Très bien. On dit que l'effondrement est en partie dû au retrait des forces du Hezbollah à raison de l'attaque israélienne décisive au Liban. On connaît l'opposition d'Israël contre le croissant chiite. Est-ce qu'on peut penser qu'indirectement, Israël a volontairement aidé à la chute du régime? Est-ce qu'on peut s'attendre à de futures ingérences gouvernementales, notamment pour permettre un gouvernement sunnite favorable à un accord de paix final avec Israël? Un coup de billard à 3 bandes. Bon, Tu veux te faire l'analyste pour Pimpin? Non, mais oui, l'analyse de la question. Ouais. Bon, oui, l'affaiblissement du Hezbollah, c'est évident que c'était les hommes du terrain de Bachar. C'était ceux qui étaient remontés jusqu'à Alep très récemment. Et en fait, effectivement, avec les bombardements israéliens, ils sont descendus jusqu'au sud du Liban. Et ils ont quand même bien souffert des bombardements et des attaques israéliennes. Donc il y a eu un affaiblissement généralisé entre d'un côté les hommes, de l'autre côté le matériel, de l'autre côté le dépassement militaire. Enfin, bien évidemment que le Hezbollah a subi. Et donc, on le savait, dans les signes faibles que tu annonçais tout à l'heure, c'en était un. On savait très bien qu'il allait probablement se passer quelque chose du côté du régime, parce qu'on voyait bien que les forces reculaient, et notamment celles du Hezbollah. Les forces iraniennes aussi reculaient. Ils ont aidé le Hezbollah, hein, à quelques-uns qui sont glissés au Liban. Donc, en fait, le terrain était globalement à merci pour les sunnites, on va le dire comme ça. Et pour revenir à Israël, parce que quand même c'est aussi, parce que moi ce que je trouve fascinant, c'est presque, alors c'est vrai qu'il y avait des signes avant-coureurs et le régime effectivement, ça date depuis plusieurs années cet affaiblissement, mais quand même ce 7 octobre, on sent que ça a été quand même une espèce d'énorme détonation, un séisme, et les ondes sont parties. Et là, on pensait que ça allait, en tout cas, ça a commencé à Gaza, évidemment, et c'était là l'épicentre, mais on a vu que les ondes se sont propagées, donc le Liban Sud, il y a aussi, on oublie le Yémen, hein, il y a les Houthis qui sont toujours actifs, et puis, voilà, jusqu'à l'Iran, et donc, entre le Liban et l'Iran, il y avait l'Irak, mais il y a surtout le maillon faible de la Syrie, donc, espèce d'effet de souffle. Et pour les Israéliens, on a quand même bien conscience que Netanyahou, il a presque une vision régionale, hein. Lui, sa tête de Turc, mauvais jeu de mots, c'est les Iraniens. C'est eux, ils veulent la peau des Iraniens, et notamment du programme nucléaire. Donc tout ce qui peut affaiblir l'Iran, les chiites, c'est bon, ils tapent dessus, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils tapent sur la frontière syro-libanaise, parce qu'il y a eu beaucoup de passages, et là, par lequel passaient les armes, et tant qu'ils peuvent taper en Iran, parce que c'était l'autoroute des armes qui venait de Téhéran, et la Syrie, c'était le corridor, quoi. Et donc, pour eux, ils veulent couper ce corridor, ce qu'ils ont fait. Les branches, oui, couper Voilà. les mâts des Iraniens en Syrie. C'est ça. Surtout que même Bachar al-Assad qui avait donné, enfin, on parle aujourd'hui, à l'époque, on parlait quand même l'arc chiite face à l'arc sunnite dans la région, dont il y avait 2 projets qui se confrontent sur le terrain syrien. Et en fait, Bachar al-Assad qui quand même facilitait beaucoup de influence iranienne dans le sud de Damas, on voyait que des Iraniens, comme c'était une deuxième, enfin, je ne sais pas quel numéro, une ville iranienne en Syrie. Donc, c'est quand même, il y avait... Et ces derniers temps, même les habitants de Damas, les habitants d'Alep, ils sont sentis, face à cette influence iranienne, ils sont sentis quand même affaiblis. Les Syriens, ils veulent récupérer leur pays, leur ville, quoi. Et donc, évidemment, il y avait quand même des intérêts israéliens pour faire stopper et couper les mains iraniens, Hezbollah, cet arc Iran, Syrie, Hezbollah, Hamas dans la région. Et il y a la ville de Boukamal qui est tombée aussi il y a quelques jours. C'est Oui. toujours très discret Oui. dans les informations, mais Exactement. les Kurdes et les Américains ont attrapé la ville de Boukamal, qui était la porte d'entrée iranienne depuis... voilà. Et c'est là que rentraient et sortaient la drogue, les trafics, le pétrole. Et là, du coup, hop. Et ce qui est assez curieux, c'est que les Kurdes ont appelé à l'aide aux Israéliens le jour où ils ont pris la ville de Boukamal, parce qu'ils sentaient bien que la Turquie pouvait intervenir très vite. Petit point d'histoire aussi pour expliquer pourquoi Iran-Syrie. Il faut revenir en arrière. C'est-à-dire dans la guerre Iran-Irak, entre 80 et 88,
le seul pays arabe qui soutient l'Iran, c'est Hafez el-Assad, c'est la Syrie. Et dont il y a une espèce de dette entre l'Iran et la Syrie, d'où effectivement cette proximité. Il faut rappeler les Alaouites, alors on va peut-être rentrer, Chazal connaît mieux, mais les Alaouites, c'est une secte chiite, alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais qui est un peu spéciale, voilà, qui est un peu, voilà, et qui voulait d'ailleurs, je crois que qui était un peu d'ailleurs des hérétiques, et les Iraniens, à un moment donné, l'ayatollah a dit, ce sont des chiites, etc. L'ayatollah Khamenei. Donc il y a aussi une espèce de proximité stratégique, historique, qui fait que ça a noué ces liens, mais évidemment, pour les Syriens, pour le reste de la population syrienne, c'était trop. C'est-à-dire que, évidemment, les Syriens, les Iraniens, il y a quelques sites chiites oui, dans le sud de Damas. Voilà. Et donc, il y avait une et espèce... que l'Iran qui envoie de troupes, de milices. C'était trop. Pour protéger ce site, et en plus, il y avait quand même une sorte, on va dire, je veux pas y aller au-delà de colonisation iranienne, mais je veux dire quand même une présence. Une présence très forte. Il achète des maisons, d'appartements, de tout. Moi, j'habitais près de Daria et Daria, au hameau d'Amia, quand les rebelles, ils étaient repoussés. Et des civils, des massacres, des civils morts, qui a remplacé les habitants dans le sud de Damas, dans ce petit village qui était devenu, comment dire, fantôme, des villes fantômes après le bombardement russe et syrien. Et maintenant, juste il y a quelques semaines, était tout récupéré par des Iraniens. Et qui sont partis maintenant au Liban, soit des Libanais chiites, soit des Iraniens. Et donc les Syriens, ils étaient face à cette impuissance, face à la présence iranienne dans la région. Il y a nos amis de LCP qui nous ramènent plein de gens. Bienvenue à toutes et tous dans le talk de France Info. On est ensemble jusqu'à 19h. Là, on parle de la Syrie, de la chute de Bachar al-Assad, de l'avenir du peuple syrien. On parlera à partir de 18h d'Emmanuel Macron et de ces équations un peu impossibles pour choisir un Premier ministre. Christian, tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Non. Je te voyais devant le Non, micro. non, Eh bien, non. Moi, je peux rajouter quelque chose sur ce qu'elle vient de dire. C'est vrai qu'en étant en Syrie ces dernières années, on parlait de grand remplacement chiite. C'est le terme qui était employé. Merci. Voilà, et les sunnites étaient poussés à l'extérieur, que ce soit au Liban, que ce soit en Turquie ou que sais-je. Mais quand même, c'est ce qu'on entendait. Et effectivement, il n'y avait pas que des Iraniens, il y avait des Afghans, enfin, il y avait tout ce qu'ils trouvaient. Il y a Kaola ou Koala Vintage, je ne sais pas si c'est une faute de frappe dans ton pseudo, parce que je crois qu'avant tu t'appelais Koala Vintage. Salut Koala, salut Kaola, bienvenue chez toi, qui nous demande ça va être quoi le comportement de HTS vis-à-vis des Alaouites, des chrétiens et des Druzes ? Grande question. Après, mais on ne sait pas en fait. Non, mais pour l'instant, non mais il faut pas, on va pas se regarder le petit doigt. Je veux dire, c'est vrai que c'est un groupe sunnite. Jolani, c'est quand même une émergence d'Al-Qaïda. Il y a un passé, il a combattu en Irak. C'est pas un laïc modéré qui sortirait. Voilà. Donc il y a quand même un CV qui est lourd, qui est voilà. C'est qui Al-Jolani ? On a parlé de Bachar tout à l'heure. C'est un type qui a parti faire. D'ailleurs, c'est Bachar qui encourageait au moment de la guerre en Irak. Bachar encourageait les djihadistes à aller faire le djihad contre les Américains en Irak. Et parmi ces djihadistes, il y en avait un qui s'appelait Mohamed El-Jolani, Ahmed Al-Shara, et donc qui avait fait son djihad là-bas, qui rejoint Al-Qaïda. Donc c'est pas encore une fois des tendres, qui est emprisonné pendant 5 ans. D'ailleurs, je pense à Abu Ghraib ou dans Fallujah. Il était prisonnier dans Fallujah. Voilà. Oui. Et il se trouvait en prison. Si je me trompe pas, avec le leader Al-Baghdadi. C'est ça, voilà. Et rencontre... Donc ils sont quand même été formés à l'école, on va dire. Après, il revient en Syrie et il vient créer donc d'abord le Front El-Nusra il va rompre avec Al-Qaïda en 2016, etc. pour dire moi le djihad international ça m'intéresse plus. Moi ce qui m'intéresse c'est la Syrie, c'est libérer le pays. Ça c'est son effet. Après, c'est quand même un groupe fondamentaliste, salafiste. Il faut rappeler aussi, et c'est pas pour préjuger de l'avenir, parce qu'évidemment c'est facile de dire, ça va pas se passer, mais c'est qu'un pays qui a jamais connu la démocratie, c'est-à-dire et donc on décrète pas la démocratie comme ça en 5 minutes, en 2 jours, en disant voilà. Donc ça va être un long combat, un long chemin.
est-ce qu'ils vont, ces gens d'Ayatollah Hacham, vont faire des avances? Alors, tous les discours vont dans le sens en disant on va respecter les minorités, on va respecter la transition. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Alep. Il n'y a pas eu de. Les gens craignaient des massacres. Parce qu'effectivement, on n'est plus en 2016 ou 2017, en 2024. Et puis, donc, ils doivent montrer une forme de responsabilité. Parce que s'il y avait eu le moindre massacre ou les exactions de masse, c'est vrai que pour le coup, ça aurait braqué tout le monde. Et là, ça aurait donné raison à tous ceux qui soutenaient Bachar en disant regardez, les autres, c'est des sauvages qui viennent nous égorger. Donc là, on est dans une phase, encore une fois, on est au tout début, donc on ne peut pas préjuger. Mais en tout cas, la communauté internationale, l'ONU, les Occidentaux, tout le monde regarde ça de très près, parce que si on commence à dériver dans un mauvais sens, d'où encore, à ma remarque préalable, s'il n'y a pas de développement économique, s'il n'y a pas une ouverture, au bout de 6 mois, 1 an, là c'est l'hiver. Sinon 6 mois, les gens sont dans les tentes, végètent, etc., sont mécontents. Ils vont dire, écoutez, on s'est débarrassé du tyran qui était corrompu, mais alors vous, on est toujours dans les tentes, ça va pas. En plus, vous commencez à récupérer des appartements ou faire quelques exactions. Ça peut mal tourner. Et c'est pour ça que le début est très important de tenir ferme la transition, parce que si ça dérape, après ça va être dur de revenir en arrière. On a vu ce qui s'est passé en Irak. Voilà, il faut éviter la Libye et l'Irak. C'est ce que dit Volker, ils viennent de libérer un pays, tout le monde les aime, ils ne vont pas jouer les tyrans, ils vont se modérer. Ils montrent pas de blanche. Ils montrent pas de blanche. Après, voilà. Ils ne montrent pas de blanche. Il y a un ministère de la Transition qui a été nommé. Donc effectivement, le ministre Al-Bashir est en train de demander par exemple aux réfugiés de tous les pays et notamment européens de revenir. C'est intéressant, mais du coup, effectivement, le problème que ça va poser, c'est que c'est quand même un pays endetté qui n'a plus aucune ressource. Comment ça va se passer ? Comment on les traite ? Ils vont revenir chez eux. Oui. Je veux dire, c'est quand même la moindre des choses. Et en plus, on les traite, nous, Français, Allemands et autres, je crois que c'est les Autrichiens qui les foutent carrément dehors, officiellement. C'est quand même la honte. Mais voilà, donc du coup, ils vont revenir chez eux, sans doute passant par la Turquie ou autre, ou le Liban, évidemment. Mais voilà, c'est des millions de gens qui débarquent d'un coup, là. Donc comment ils vont faire pour intégrer tous ces gens-là à la communauté? Donc c'est normal, il faut laisser la chance aux Syriens, bien évidemment, mais alors je vois pas, c'est un pays qui est complètement endetté. C'est pour ça que des pays comme le Qatar, parce que le Qatar est très proche de Jolani. Moi je me souviens, au moment où il était effectivement Front Nusra, il avait des grandes émissions sur Al Jazeera, des interviews, etc. Donc il est proche quand même du Qatar. Le Qatar a les moyens de mettre beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, très vite sur la table. D'ailleurs, le Qatar vient d'annoncer qu'il rouvrait son ambassade à Damas. Voilà. Donc là, il faut de l'argent frais. S'il n'y a pas d'argent frais, là, on risque d'avoir une espèce de marécage un peu marâtre et gluant. Et là, les problèmes vont commencer parce que des gens de Daesh, et bien encore une fois, les Iraniens, ceux qui ont été chassés, ils vont mettre des mines, ils vont tout faire pour faire capoter. On va dire, regardez, les fameux rebelles, ils sont incapables de relever le pays, en plus ils sont pas démocrates, etc. Donc c'est ça qui est un peu, c'est pour ça que ça va être très sensible. C'est pas pour, encore une fois, moi j'espère que ça va bien se passer, que je suis optimiste, mais poser des questions, tout le monde se les pose en tout cas. Pardon, je t'en prie, vas-y. En fait, aujourd'hui, j'ai entendu à la radio syrienne que HTS vient de, enfin, sur bien sûr les consignes de Jolani, le fameux Jolani, lui, il pense gracier tous les l'anciens soldats militaires, généraux de Bachar al-Assad. Et pendant ce temps-là, il y a des gens, il y a dans le mouvement HTS, ils sont pas d'accord. Donc, oui, on a pu voir déjà des pendaisons et oui, des parce que crimes sur quand la même, route, et ça c'est une question, pour moi, c'est le fond de la question syrienne, parce qu'aujourd'hui, quelle justice on va établir mois par mois, par exemple, concernant moi, je suis une Syrienne que j'ai vécu en Europe depuis 2014, j'ai de mal quand même à voir un procès qui était mené hors norme, de procès. Ok, bien sûr que je suis contre Bachar al-Assad, mais quand même je suis pour des matières de droits de l'homme. Est-ce que Jolani aujourd'hui il va maintenir une justice? Est-ce qu'ils vont établir une justice qui respecte le droit de l'homme? Je suis obligé de te poser la question, tu vas retourner en Syrie? Oui. Là, tu as envie de retourner en Syrie tout de suite? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Parce que moi, la raison pour laquelle j'ai quitté mon pays,
C'est parce que je réclame un état de loi et de droit et de devoir. C'est ça ce qu'on veut, nous, les Syriens, les vrais Syriens laïcs, les vrais Syriens, on va dire, modérés, qui ont été dans la rue en 2011, qui réclamaient une justice, qui réclamaient une démocrate, d'accord? Une démocratie, façon syrienne, pas façon Arabie Saoudite, Erdogan, turc, d'accord? Et maintenant, aujourd'hui, après avoir vécu en France, j'ai quand même vu la démocratie en Europe. Et c'est des gens-là comme moi qui ont quand même été influencés, je veux dire, quand même, ils ont vu quelle démocratie on mène en Europe. Et c'est des gens-là qui doivent aujourd'hui prendre leur place en Syrie. C'est quand même grave, on voit notre révolution qui soit volée, en train d'être volée par une deuxième fois, comme était en première fois, comme on l'a volé en première fois. Donc aujourd'hui, j'aimerais le gouvernement, que ce soit Jolani ou HTS ou je ne sais pas qui, sur place en Syrie, quelle justice établir? Que ce soit alaouite. On va pas... Ok, bien sûr, j'aimerais bien juger, j'aimerais bien rendre justice en Syrie. Et juger les généraux, les gens qu'ils ont tués, des prisonniers, etc. Mais sur quelles normes? Qui va établir ça? Où on va en matière de droits de l'homme en Syrie? Pour moi, c'est quand même, je n'ai pas envie... Enfin, c'est très dangereux de dire ça, mais avec beaucoup de courage que je vais dire ça aujourd'hui. Je n'ai pas envie les gens qui tuent l'un l'autre par un règlement de compte dans la rue. Et Surtout que c'était quand même le problème initial en fait dès 2011. Les familles se sont divisées, entretuées, entre frères et sœurs, cousins, entre ceux qui choisissaient la rébellion, en tout cas la révolution, et puis ou Damas. C'est quelque chose qui a divisé les gens. Ce que tu dis, moi, c'est quelque chose qui m'interloque aussi parce qu'on parle de HTS, mais dans HTS, il y a des groupes qui sont étrangers. Il y a des groupes d'Ouzbeks, Oui. quel pays on va ramener en Syrie? de Tchétchènes, que sais-je, de Français. Parce Il y a des que Français, Des Français, il y a des Français, djihadistes non, français Donc, c'est pas des qui Syriens. veulent pas peut-être une justice Voilà, équitable bien sûr. en Syrie. Donc, Je pense que ce qui peut Et qui mènent une vision très radicale. Bien sûr, non, mais c'est pour ça qu'il faut pas être naïf et angélique. Mais ce que tu racontes, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une grande partie des Syriens qui veulent pas se retaper une dictature islamique. Voilà, enfin, ils veulent pas que ça soit les talibans, quoi. Et c'est vrai que l'une des chances de la Syrie, c'est que c'est un pays mosaïque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je veux dire, ils sont pas tous pareils. Il y a effectivement des diversités régionales. On a parlé des Kurdes, il y a des Arabes, il y a différentes communautés. Des chrétiens de Halab. Des Arméniens. C'est très important qu'on garde les chrétiens de... de... Voilà. Donc c'est pas simplement blanc ou noir, quoi. Et c'est vrai que je vois mal Jolani imposer une espèce de charia pour tout le monde. Alors peut-être que ça va arriver, mais il y aura de la résistance. Et puis alors il y aura des signes très vite. C'est le gouvernement de transition. Donc on va voir, parce qu'ils vont former, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Il va y avoir un gouvernement de transition pour aller jusqu'aux élections, la constitution. On va voir qui met dedans. Si effectivement il n'y a pas de femmes, il y a très peu de minorités, il n'y a que des gens effectivement plutôt des durs, ça va envoyer un mauvais signal. Donc voilà, donc ça, la Syrie, elle est plurielle, elle est un peu comme le Liban, elle est un peu différente, mais j'ai du mal à croire à l'imposition d'un système radical, dur. On est en 2024, il y a aussi une jeunesse qui a envie de se connecter au monde, qui n'a pas envie de... Voilà. Mais encore une fois, je reviens un peu au début, s'il n'y a pas une perfusion économique très vite pour donner de l'oxygène, c'est-à-dire les gens, évidemment, il y a l'urgence, il va falloir reconstruire, parce que la dernière fois, moi j'étais en Syrie, c'était en 2017, au printemps 2017, après la chute d'Alep. J'étais passé par Homs et j'ai vu le quartier de Baba Amr, mais c'était des kilomètres rasés. Et rien n'a été reconstruit. Donc les gens qui vont revenir, ils vont dire « Elle est où ma maison ?»« Bah non, mais c'est des gravats. Alors je vais où ? On va vous donner une tente. » Et voilà. Et donc, si des millions de gens arrivent, il va falloir très vite les aider. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une responsabilité occidentale et des pays du Golfe, d'aider. Je veux dire, pas simplement en bonne parole en disant c'est bien les Syriens, on vous met dehors, maintenant rentrez chez vous, votre pays est libre. Faut les aider. Et là pour le coup, c'est un rendez-vous historique. On a un peu raté, les Occidentaux, le rendez-vous de la première révolution. On les a finalement un peu laissés tomber pour X raisons. Mais là, parce que si la Syrie rate, là c'est tout le Moyen-Orient qui rate. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, ça serait un échec. On a déjà raté la Libye. L'Irak qui se remet qui arrive à peine 20 ans après, qui ressort à peine la tête de l'eau. Mais si on met la Syrie,
ça devient un bourbier en plein centre du Moyen-Orient. On en prend pour 20 ans d'instabilité avec du Daesh, et peut-être, on a parlé, tu as fait allusion aux Français, il y a à peu près 150 Français des djihadistes, alors pour le coup, qui ne sont pas des démocrates, hein, qui sont des durs. Hein. Eux, ils se sont gorgés de revanche, ils ont envie d'être les rois du monde maintenant. Donc voilà, c'est tout ça qui est en jeu. Et encore une fois, les premiers 100 jours vont être déterminants. C'est-à-dire que les premiers 3 mois, s'il n'y a pas une impulsion forte, financière, politique, de justice aussi. Alors, Jolani a dit, tu as raison, on va pardonner, entre guillemets, le pauvre Troufion, le type de base qui était là, qui était là. Mais par contre, il y aura effectivement les tortionnaires, il va y avoir des listes noires qui vont être publiées. C'est-à-dire que les types qui étaient à Sednaya, à Mazé, dans les services, etc., dans l'armée, eux, évidemment, ils vont être wanted. Hein, et là, il y aura, alors évidemment, mais quand même, quelle justice? Est-ce que ce sera comme Saddam Hussein, on va les pendre dans un couloir, dans une cave? Ou est-ce qu'il y aura une vraie justice avec des procureurs, des avocats, de procès équitables? Voilà. Et tout ça, c'est des marqueurs de ce que peut être... Voilà. Alors, pour l'instant, encore une fois, l'histoire est en marche. Dans le chat, il y a Fanfois Nilois, salut Fanfois Nilois, qui nous demande est-ce qu'une partition de l'État en Syrie en plusieurs entités autonomes ou indépendantes, ça pourrait être une issue? Des entités autonomes de fait ou de droit. Et un peu dans la même idée, il y avait Poisson-Chat, salut Poisson-Chat, qui évoquait l'idée d'une république fédérale. Alors il y a deux choses, hein. Il y a déjà la république, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut réinstaurer une république de droit en Syrie? Est-ce que les conditions sont réunies? Pour l'instant, c'est un peu tôt, a priori non. Et une fédération, est-ce que c'est envisageable? On avait parlé un peu de l'exemple libanais, ça pourrait être... L'exemple irakien aussi. Ou irakien. Oui, l'exemple irakien est sans doute le meilleur. Mais peut-être que ce n'est pas... Après, c'est une bonne idée. Si on demande aux Kurdes, le Nord-Est, alors là, ils disent oui à 100% tout de suite. Hein. D'autant plus qu'ils ont quasiment toutes les ressources, donc ils ont tout intérêt à devenir indépendants. Mais voilà, en fait, la grande partition aujourd'hui se ferait en 2, là où elle était peut-être en 3 il y a encore quelques semaines. Mais la Syrie a cette particularité quand même d'être quand même historiquement multiconfessionnelle et multiethnique. Donc, si on veut la Syrie rêvée et modèle, il ne faut pas partitionner. Enfin, moi, je ne comprendrais plus que ce soit la Syrie à ce moment-là, qui est effectivement comme en Irak, une région autonomiste, mais qui fait partie de l'Irak, comme le Kurdistan irakien. Bah oui, ça, apparemment, c'est ce que tout le monde veut, les Kurdes en premier. Pourquoi pas? Maintenant, diviser le pays pour faire 3 pays, moi, là, je... Je sais pas, Chaza, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, je vois pas l'intérêt, mais c'est un risque, un grand risque. Un grand risque, quand même. On est en face de scénarios. En fait... Oui, on est en face du scénario. Les Syriens, malheureusement, ils se trouvent en situation de choisir entre la peste ou la choléra. Et en plus, soit la Syrie divisée, soit une Syrie divisée, soit une Syrie islamique, soit une Syrie dictatoriale. Et ça, c'est grave. Et en fait, à un moment donné, est-ce qu'on va sortir de ça? Je suis partagé. Parce qu'il y a quand même un vrai... Alors c'est vrai, moi je connais bien le Liban, je connais bien l'Irak. C'est vrai qu'en Syrie, il y a quand même un... Alors, avec tout ce qu'on a dit sur la dictature, je suis d'accord, c'est vrai. Mais il y a quand même un sentiment national. C'est-à-dire qu'il y a une fierté syrienne. Il y a une arabité syrienne. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme... Le cœur, c'est les Omeyyades, c'est Damas, c'est historique. Il y a quand même une grande histoire. Et les Syriens sont fiers de leur histoire, sont fiers de leur culture. Il y a quand même une appartenance. Alors évidemment... C'est une mosaïque, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut que les tendances unitaires, et la Syrie était un peu exemplaire pour ça, c'est-à-dire que, alors ça a été sous le bas, ça a été très avec une poigne de fer, mais il y a quand même un creuset commun, quoi. Et c'est vrai que le diviser, ça serait entrer dans une logique de force centrifuge, hein. Et puis après, des forces qui seraient alliées aux Turcs, aux Israéliens, aux Irakiens, peut-être à la Jordanie. Enfin, après, c'est un morcellement, et c'est plus un État, c'est plus un pays. HTS n'a pas encore vraiment de discours, il n'y a pas de théorisation de la transformation. Il y a un discours, une transformation, c'est l'économie. Ils ont dit, nous, on arrête le communisme et le socialisme, maintenant c'est libéral. En fait, c'est l'exemple turc, hein. C'est-à-dire de l'islamo-capitalisme, pour faire simple. Il y a Tranche qui nous demande, est-ce que rompre avec ce sentiment national, ça ne serait pas aussi un moyen de rompre avec le régime Al-Assad qui était relativement centralisé? Bon, on a un petit peu répondu à la question. Vous voulez y revenir? On a déjà répondu, je pense. On a déjà répondu. Tranche,
On a déjà répondu à ta question, tu arrives un petit peu en retard, pardon, excusez-moi. Non, mais par contre, pour revenir, c'est vrai que va se poser, pour un peu avancer, il y a quand même en préparation une nouvelle constitution. Parce qu'avant, le parti bas, c'était le parti leader, c'était en fait le parti communiste, etc. Un chef, un parti, un peuple, voilà. C'est vrai que, et je sais que les Syriens en exil, il y avait beaucoup de comités pour préparer la future constitution. Il y avait déjà des débats à Paris, à Genève, etc. Et justement, est-ce que c'est un État fédéral, machin, qui sera président? Est-ce qu'on fait comme les Libanais? On dit, je sais pas, un président chrétien, un premier ministre sunnite, et puis je sais pas, Partager le pouvoir. on partage le pouvoir. On Enfin, je veux dire, partage le pouvoir. ce qui va être intéressant, parce qu'il y aura des vrais débats. Quelle architecture institutionnelle? Parce que ça va donner tout le reste. Hein. C'est-à-dire, on a vu au Liban, ça se passe, c'est difficile, c'est compliqué. En Irak, c'est pas facile non plus. Est-ce que les Syriens vont nous surprendre et trouver une formule qui permette, je sais pas. À la sauce syrienne. Non, mais parce qu'il va falloir inventer quelque chose qui sera ni le Liban ni l'Irak. Qu'est-ce qu'ils peuvent inventer de démocratique, de à la fois central, mais en même temps qui prennent en compte les partisans? C'est une vraie question, ça. Mais d'une certaine manière, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de la Syrie. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que depuis le partage français il y a presque un siècle, c'est quand même l'origine de la Syrie. C'est la première fois qu'on assiste à ça. Un pouvoir aussi fort, différent, effectivement, qui peut poser des questions sur l'islam rigoureux. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est une page qu'on ouvre. Il y a Tranche qui dit je me suis fait snobber, mais non, tu t'es pas fait snobber, Tranche. On t'aime bien. On entend, et notamment sur l'antenne de France Info, qu'est-ce que vont devenir les armes chimiques de Bachar al-Assad, dont on sait qu'il en avait un gros stock. Elles étaient détruites hier Elles ont toutes été détruites. la semaine dernière Oui. par le bombardement israélien. Et entre-temps, il n'y a plus d'armes chimiques. Malheureusement, aujourd'hui, quand même aussi, on pleure. On n'est pas pleure sûr, quand une même. Syrie sans défense, sans armée. C'est-à-dire que là, il y a... Sans armée, armée, défense, ni radar, ni... Parce qu'il s'est passé quelque chose, évidemment, on s'est passé un petit peu, évidemment, compte tenu de ce qui se passait là-bas, mais quand même, les Israéliens ont fait plus de 500 raids. 500 raids, en 48 heures, ils ont vitrifié la marine syrienne, les défenses anti-aériennes, l'aviation, les casernes. Donc c'est un pays sans armée. Donc ça, c'est vrai que ça pose question. Oui. Et ça, c'est une question quand même, ça va mettre la Syrie en difficulté. Quelle souveraineté aujourd'hui? Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus d'armée syrienne libre. C'est vrai qu'on finalement, dans cette petite heure, on n'a pas trop parlé d'Israël, qui a quand même envahi une partie du Golan par la même occasion, qui en a profité. Et par l'entremise de Netanyahou. C'était la question de Jean-François Nilois que j'allais te poser. Un des enjeux probables ne serait-il pas une lutte d'influence d'États qui voudrait, par exemple, étendre leur influence, comme Israël, comme la Turquie, comme l'Iran, sur les ruines d'un pouvoir politique? Clairement, Israël et la Turquie ont tout intérêt à prendre du territoire. Les colons israéliens s'agrandissent et les colons turcs s'agrandissent, bien évidemment par le nord. Donc Erdogan a reproché à Netanyahou de rentrer en Syrie. Il fait quand même la même chose. Donc c'est quand même un gag. Une sorte de zone tampon dans le sud de Damas, pour histoire de protéger la frontière et d'éviter toute escalade dans la région. Si Israël avait des prétentions là, sur une partie du territoire syrien, finalement, est-ce qu'il y aurait quelqu'un devant qui serait assez fort pour s'y opposer? Non. Là, de toute façon, le Golan au-delà syrien on enlève le champ diplomatique, on enlève tout ça. Le Golan syrien qui est occupé et annexé en 80, plus Trump qui a dit c'est un territoire israélien. Donc là, il y a des trucs quand même par rapport au droit international, c'est quand même hallucinant. Voilà, c'est une annexion comme Poutine veut annexer un bout de l'Ukraine. C'est pas du tout la même échelle, mais je veux dire sur le principe, c'est la même chose. Donc les Israéliens, en fait, on a bien compris, veulent effectivement faire une espèce de glacis défensif. On voit bien au sud Liban une espèce de bande. Ils ont interdit, par exemple, aux villageois de revenir dans les villages frontaliers. Ils ont tout vitrifié et ils voudraient faire la même chose de l'autre côté, en prenant encore un peu plus, et voire même, ils veulent faire une zone démilitarisée, peut-être de 30, 40, 50 km, où ils veulent pas d'armes. Voilà. Donc pour la future Syrie, ça serait une Syrie édentée ou sans dents, complètement livrée à la merci des grandes puissances.
J'ai quand même l'impression que c'est joué avec le feu, hein, parce qu'on Oui. a quand même vu, on a quand même vu dans le coin, et notamment aux Omeyyades, hein, quelques groupes de combattants dire que pour l'instant c'est Damas, mais demain c'est Jérusalem. C'est quand même quelque chose qu'on entend chez les groupes djihadistes depuis le début. Et là, quand même, on verra bien ce qui se passe, mais on a peur quand même que du coup, effectivement, ça crée des zones de friction. Il ne faut pas oublier que Djolani, le mot Djolani, c'est Golan. C'est de Gaulle, oui, c'est ça. Donc peut-être qu'il va se poser des questions lui aussi, hein. Une dernière question du chat, puisque je vois que l'heure tourne, enfin au moins sur ce sujet, on va continuer après, on va faire un peu de politique française, mais pour rester encore une minute ou deux en Syrie, Gorion, salut Gorion. Gorion qui demande, après la découverte des horreurs à la prison de Sednaya, est-ce qu'on peut imaginer des sanctions internationales contre Bachar al-Assad? Ah bah il est en fuite maintenant, Il ça y est est, en c'est fini. fuite. Lui, ce qui peut lui arriver, c'est évidemment là, il est dans une datcha de Poutine, c'est que la De ne Cour plus pénale en sortir. internationale qu'il puisse être extradé à un moment donné et qu'il soit à la haie devant un tribunal international. C'est la seule On solution. imagine mal seule Vladimir solution. Poutine participer à ça. Alors voilà. Ouais. Mais Asma al-Assad a reçu des sanctions de l'Angleterre cet Oui. après-midi, hein. C'était chez elle, elle est sanctionnée. Chers amis, il est 17h passé de 58 minutes et 20, bon, il est quasiment bientôt 18h. C'est l'heure du mot de la fin. Shazam Haddad, le mot de la fin ou le mot de la suite. Le mot de la suite, c'est bien pour la Syrie ce soir. Le mot de fin, enfin, j'espère que les Syriens trouveront la paix que l'on perdue depuis 1973, la date d'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir. J'espère qu'ils puissent tourner une page et encore se battre contre un éventuel danger en Syrie et qu'ils prennent leur place, qu'ils prennent le pouvoir, les vrais Syriens, qui récupèrent leur Syrie. Merci, Shazam Haddad. Chris Huby, le mot de la fin ou celui de Le la mot suite. de la fin. Est-ce que c'est fini? J'en suis pas sûr. Pour avoir travaillé effectivement en Syrie depuis le début de la Révolution, je peux vous dire que la Syrie, c'est le territoire le plus cauchemardesque que j'ai pu voir, comprendre, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Il faut que le cauchemar s'arrête, pour les Syriens bien évidemment, mais pas que pour les Syriens, pour le monde entier. Merci Chris. Christian Chesneau, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quand même l'espoir que les Syriens, effectivement, trouvent une forme de formule mais en même temps, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, une lucidité et un réalisme extrême. Et surtout, il ne faut pas lâcher la propre l'ombre, c'est-à-dire, on l'a dit, c'est-à-dire si c'est pour se débarrasser du dictateur, pour repartir sur une mauvaise pente. Hein. Encore une fois, on a vu la Libye, on a vu l'Irak, on a vu aussi l'Égypte. Révolution, Moubarak qui tombe, les frères musulmans, et on se termine pour le maréchal Sissi. C'est pas exclu, et encore une fois, on ne le souhaite pas, mais que dans 5 ans, dans 10 ans, vous avez un maréchal syrien qui, s'il y a une instabilité chronique, on n'a pas dit, mais l'armée syrienne est putschiste. Hein. Dans les années 50-60, c'est une tradition de putsch. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir un général qui dit ça suffit et on arrête tout. On n'espère pas, donc j'espère que les Syriens trouveront une voie quand même démocratique et qui permette à tout le monde de vivre en paix en Syrie. Quoi. Et il ne faut pas baisser le bras. Voilà. Il ne faut pas baisser les bras. Et à titre personnel, j'aimerais quand même retrouver ma famille un jour, que je ne l'ai pas vue depuis 2012. Je pense que le plus important, c'est de laisser la Syrie aux Syriens. Le message est passé, 18h, passé de 51 secondes. Merci à tous les trois. Merci pour vos lumières pendant cette heure. Et revenez quand vous voulez pour reparler de la Syrie et des espoirs qu'on y placera. Je vous fiche dehors, je vous remets entre les mains de Camille qui devrait vous être d'un secours louable pour vous retrouver l'air frais du 116 avenue du Président Kennedy dans le 16e arrondissement de Paris. 18h01, passé de 11 secondes. Mes trois invités sont là. Bonsoir à tous les trois. Je vous en prie, prenez place. Vous avez de l'eau en dessous, il faut bien remettre la bouteille en dessous. Vous avez chacune et chacun un micro. Nous quittons les rêves et les doutes de la Syrie libérée du clan Assad. On quitte les prisons qu'on démolit. On quitte les familles qui se retrouvent, on les laisse à tout le moins se retrouver, on prend un avion et on file au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris, au palais de l'Élysée où Emmanuel Macron s'essaie à résoudre une équation à 1000 inconnus et un jeu de billard à 12 bandes. Le président de la République qui souhaite nommer un Premier ministre d'ici demain soir. La plupart des formations politiques ont été reçues par le chef de l'État, toutes sauf le Rassemblement national et la France insoumise, une série d'entrevues pour discuter d'un accord programmatique alors que la France n'a toujours pas de gouvernement ni de Premier ministre. Il est maintenant 18h, on peut dire bonsoir. Bonsoir Virginie Leguet. Bonsoir.
Virginie, tu es éditorialiste et journaliste politique. Bienvenue dans le talk de France Info. Alors le micro, il faut lui parler bien Oui, devant. pardon, je l'ai posé sur mes Ils mes sont genoux, assez pardon. directionnels et il ne faut pas le prendre par la connectique, je vous le rappelle, sinon ça fait des scrunchs à l'antenne. À tes côtés, Lucas Jakubowicz. Salut Lucas. Bonsoir, T'es journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. c'est ça. Bienvenue dans le talk de France Info. Et Cassandre, qu'on connaît bien dans le talk de France Info. Salut Cassandre. Salut. T'es streamer politique, youtubeur. Et t'es aussi militant de la France Insoumise, il faut le dire, à tes heures perdues. Notamment, Emmanuel Macron a dit que le futur Premier ministre discuterait du fond avec les partis avant de nommer son gouvernement. C'est une façon de s'accorder sur le quoi parallèlement au qui, ce qui avait cruellement manqué au gouvernement de Michel Barnier. Est-ce qu'on nous l'a changé, Emmanuel Macron? Répond qui veut, vous avez 2 heures si vous le souhaitez. Virginie. Moi, je dirais pas du tout. On a le même Emmanuel Macron qui essaye différemment parce que la précédente fois a échoué, mais qui s'amuse à réunir les gens, à leur proposer de travailler ensemble, à voir que ça marche pas. Je pense que depuis le début, il a la même idée de son Premier ministre. Et je pense aussi qu'il a espéré obtenir la garantie de remettre l'actualité politique autour de lui et surtout de durer pour effacer l'idée qu'il pourrait démissionner, que la démission était un sujet qui commençait à monter. Et là, on entend bien que finalement, il pourrait ne pas y avoir de dissolution et donc le président resterait le président. Cette hypothèque-là étant levée pour lui, est-ce qu'il a réellement envie de nommer un Premier ministre de gauche? Moi, personnellement, j'en doute. Est-ce qu'il va nommer un ministre de gauche qui sera un faux ministre de gauche et qui aura apparemment la mission de parler à tout le monde? C'est possible. Et est-ce qu'on en reviendra finalement à la même équation, c'est-à-dire une majorité qui ne sera pas une majorité, simplement qui sera colorée un peu différemment? C'est possible. J'avoue que je n'en sais rien. Je suis toujours surprise par Emmanuel Macron et pas toujours en bien, il faut bien l'admettre. Il y a Christelle qui nous a rejoint. Salut Christelle, qui est un habitué du chat. Cassandre, tu voulais. Oui, non, tu j'allais souscris dire- à ce que vient de dire Virginie Leguet? Oui, je souscris totalement. Enfin, c'est que d'ailleurs, il y avait un excellent article du Monde qui détaillait aussi comment récemment, que ce soit même depuis 2022 et la perte de la majorité absolue, on a vu qu'il s'est euh, rabougri un petit peu autour d'un cercle de conseillers qui finalement lui disent bien ce qu'il veut entendre, et qu'il a un petit peu eu cette tendance d'écarter la moindre dissension dans son propre camp. C'était aussi un petit peu ce que disait Elisabeth Borne, même récemment d'ailleurs, sur la façon dont même le moindre compromis qu'elle pouvait essayer de trouver, etc., à l'Assemblée nationale, se heurtait à un refus franc de sa part. Donc, il a toujours été dans une vision très absolue vis-à-vis de ce qu'il veut proposer à la France. Je ne pense pas que le moindre revirement soit à attendre de ce côté-là. Ouais. Lucas. Je rebondis sur 2 choses. D'abord sur ce que tu disais sur un président qui est isolé. Moi, je me souviens, en 2017, j'étais jeune, j'étais fou. Il y a Tranche qui dit, mais pour reprendre les mots de Tondelier, mais c'est plus que jamais l'ex-toxique. C'est rigolo. Ex-toxique, je sais pas. Donc, je reprends en 2017, j'étais journaliste, jeune, fou, etc. Et je commençais effectivement à m'intéresser à Emmanuel Macron qui venait d'arriver au pouvoir. À l'époque, je nouais mes premiers liens avec les gens qui étaient dans les cabinets et qui me disaient tous la même chose. Ils me disaient, le président était très cash avec nous. Il nous a dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le moi, j'ai une phobie, c'est je ne veux pas rester isolé à l'Élysée comme mes prédécesseurs. Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il est isolé. On voit par exemple que la dissolution s'est faite sans aucune concertation avec 2 ou 3 personnes. Mais par exemple, le groupe parlementaire n'a pas du tout été conseillé et consulté, a été mis devant le fait accompli. Son Premier ministre non plus, Son d'ailleurs. Premier ministre non plus, d'ailleurs, effectivement. Donc on voit déjà que le président s'est isolé en plus de 5 ans. Donc ça, c'est quand même assez palpable. Le deuxième plan, c'est que le président, parce qu'on parlait de sa composition, comment il fait son casting, il n'a pas compris qu'en fait, on est passé de facto dans un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, c'est pas le président de la République qui choisit son Premier ministre. C'est les forces politiques de l'Assemblée nationale qui doivent se mettre d'accord entre elles et ensuite proposer le nom au président de la République. Et là, on a l'impression que le président n'a pas compris ça. Il essaye encore de faire son casting, de choisir son Premier ministre, alors qu'il est en position de faiblesse. Et de faiblesse peut-être encore accrue par rapport à il y a 3 mois. Je ne mettrais pas une question de compréhension derrière tout ça, parce que, on a tous appris à l'école que la France, la Ve République est un régime parlementaire à tendance présidentialiste, et c'est énormément l'exercice du pouvoir du président qui
qui pose ce curseur-là, en fait, dans l'exercice présidentiel. Au contraire, je ne pense pas que c'est une question de compréhension qu'objectivement on soit allé dans une... Enfin, disons que les équilibres politiques ont changé et font que, en effet, pour obtenir une majorité, il y a cette nécessaire... C'est pour ça que j'ai dit de facto. Oui, mais le problème, c'est que ce fait dépend également des décisions et de l'intransigeance aussi de la part du président. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tendance aussi à quand même le garder dans l'équation de ce qui fait encore, qui tient le verrou présidentiel de ce système. Nous n'étions pas venus chercher une grande coalition, mais demander une nouvelle méthode qui permette au Parlement de retrouver tous ses droits. C'est ce que disait le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, en sortant de l'Élysée. C'était uniquement ça le problème, c'était la méthode. Moi, je crois que le problème, c'est que Emmanuel Macron n'a toujours pas compris les résultats de la dissolution, qu'il n'a pas compris que l'Assemblée est divisée en trois. Il n'a pas compris qu'il a perdu le pouvoir et que maintenant, effectivement, le pouvoir se tourne vers le Parlement. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas compris et il s'obstine, dès qu'il le peut, dès qu'il y a eu d'occasion, à ramener les choses vers lui. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas à lui. Alors peut-être réunir les gens autour d'une table et leur dire bon, essayons de travailler ensemble, essayer de travailler ensemble, essayer de trouver des solutions. Admettons pourquoi pas, encore qu'il ne l'a pas du tout fait il y a 3 mois. Je rappelle qu'il a mis 2 mois à nommer Michel Barnier et que pendant 2 mois, il ne s'est rien passé. Je ne l'ai pas du tout vu faire cette méthode. Alors là, il expérimente une nouvelle méthode, mais comme on expérimente un nouveau jouet, puis il s'aperçoit que ça ne marche pas, donc ça commence à le désintéresser. Il s'aperçoit que le piège qu'il a tendu aux socialistes, parce que dans le fond, quand il a commencé à convoquer tout le monde avec les seuls socialistes et pas les autres familles du Nouveau Populaire, c'était une forme de piège pour les mettre en porte-à-faux avec le reste du Nouveau Populaire. Bon, tout ça, ça marchote pas. Il est déçu, mais voilà, il est déjà passé à autre chose. Il part demain en Pologne, il va nommer un Premier ministre qui ne sera probablement pas, mais je le dis sans le savoir, mais qui ne sera probablement pas un vrai Premier ministre de gauche, comme peut-être il aurait dû le faire depuis le début, et comme il ne le fera peut-être pas non plus cette fois-ci. Et je pense aussi que le fait de cette tripartition de l'Assemblée nationale sans majorité claire, c'est aussi un fait politique relativement inédit en France. Et je pense qui est totalement inédit. Pas oui, qui relativement, est totalement, pardon. inédit. Oui. Et je pense que l'analyse des différents blocs qui composent en fait cette Assemblée, c'est que c'est une situation transitoire. C'est clairement l'analyse de la gauche, c'est clairement l'analyse du RN, mais je pense qu'aussi du côté des macronistes, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça qu'ils essayent de refaire le match, de faire s'effondrer une partie du PS, comme un petit peu finalement l'irruption de Macron en 2017, c'était ça. C'est un peu, j'arrive au milieu et je fais s'effondrer tout le monde autour de moi. Et j'ai l'impression que finalement, chacun essaye de jouer... histoire de laisser passer et attendre que finalement tout ça se décante et qu'on revienne finalement à ce qui est quand même mine de rien la culture politique qu'on a en France, qui est celle du fait majoritaire. Mais je crains qu'il nous doit attendre longtemps. Voilà, ça oui. Sauf qu'il y a une immense couille dans le potage. C'est que quand on regarde la sociologie électorale, tout indique que sur les 10-20 prochaines années, on a une tripartition qui va durer. J'entends beaucoup de gens qui critiquent la gauche en disant en fait la gauche, regardez, c'est devenu le pure player des centres-villes et des banlieues. Ils ont totalement perdu la France périphérique. Ce qui est vrai, à mon avis, ils auront du mal à étendre, on va dire, leur influence. N'empêche qu'ils vont toujours garder à peu près une centaine de circonscriptions la gauche, notamment dans les centres-villes. Donc il y aura toujours un bloc de gauche qui sera vous toujours parlez là. de la gauche, quelle gauche? Tous les, on va dire, LFI, par exemple, sont statistiquement assurés. Ils sont pas à 100 là. Non, mais ils sont strictement assurés de garder au moins une cinquantaine de circos. D'ailleurs, la plupart ont été élus au premier tour après la dissolution. Les Verts qui servent de supplétifs vont aussi avoir une cinquantaine ou une quarantaine de circos, ça nous monte à 100. Et le PS, qui est peut-être mieux implanté territorialement, aura toujours sa cinquantaine de circos. Donc il y aura toujours un bloc de gauche à 150 circos, quoi qu'il arrive. Ensuite, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le bloc central, et ça c'est statistique, je suis désolé de le dire un peu crûment, mais c'est le parti des riches, des boomers et de la France qui va bien. Les riches, les boomers, la France qui va bien, ils sont quoi qu'il arrive concentrés eux aussi dans 150, 200 circos. Ça peut être les zones, par exemple, dans les Alpes. Ça peut être les beaux quartiers des grandes métropoles. Ça peut être les zones qui sont, on va dire, structurellement assez centristes, comme la Vendée, les côtes bretonnes, où il y a beaucoup de retraités riches, etc. Et puis après, il y a tout le reste du pays, 200 circos, qui vont, à mon avis, rester Rassemblement national longtemps, d'autant plus que le Rassemblement national est en train de s'enraciner. Ce qui veut dire que sur les prochaines présidentielles, au moins les 4 ou 5 prochaines présidentielles, on aura de toute façon 3 blocs. Et donc toutes les tractations qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, elles vont se reproduire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà.
Je voulais dire un mot à propos de l'enracinement du Rassemblement national, hier Front National. Depuis des années, ils sont les seuls à faire un travail de terrain que la gauche a abandonné depuis très très longtemps, que la droite ne fait plus non plus. Et eux, finalement, au début, dans l'indifférence générale et peut-être même sans bruit, ils faisaient ce travail-là. Et l'enracinement du Rassemblement national, il n'est pas venu par hasard. Il est venu parce qu'ils ont été chercher les gens, ils ont été leur parler, ils ont été leur expliquer ce qu'ils voulaient, et finalement, ils ont fini par avoir des retours. Mais ça ne s'est pas du tout fait comme ça, dans un claquement de doigts. Et il est bien dommage que la gauche ait abandonné ce travail-là, qui après tout est un travail qui a été fait pendant très longtemps et qui a eu des résultats tout à fait probants et concrets. Et aujourd'hui, la gauche comme la droite sont totalement déracinés et déconnectés des réalités du pays. Ça se voit tous les jours dans la façon dont ils parlent. J'ajouterais à ça, parce que je veux non plus jamais vraiment remettre en question en effet l'impact des forces militantes, mais aussi des raisons structurelles aussi à tout cela. C'est-à-dire que la gauche tenait ses bastions parce qu'il y avait aussi, voilà, c'est l'exemple qu'on donne toujours, l'entraîneur du club de foot, c'était aussi le délégué syndical CGT, qu'il y avait en fait finalement relais. en fait c'est ça, ces relais d'organisation locale qui ont été également perdus par la destruction des grandes centrales syndicales, par la casse justement des métiers ouvriers au travers de la sous-traitance, de l'intérim, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Rassemblement national a aussi prospéré finalement sur tout cela. Donc, je ne veux pas non plus, je veux pas sous-estimer leur travail militant, mais ne le surestimons pas non plus, sachant que c'était aussi une tendance structurelle économique de la façon dont l'économie organise finalement la vie localement. Je pense d'ailleurs à ce sujet-là que les municipales et la façon dont les différentes forces politiques vont approcher la campagne des municipales va être extrêmement parlante par rapport justement aux stratégies de défense du coup de la gauche sur le terrain, mais aussi aux stratégies de maintien du peu de bastions de droite aussi qui sont aussi un peu en décrépitude à ce Moi, niveau-là. ce qui me semble quand même, c'est que quand on voit ce que représentent aujourd'hui les grands partis politiques qui ont vraiment structuré l'ensemble de la Ve République, et là je parle du Parti socialiste et de la droite, il y avait des bastions de militants, il y avait des circonscriptions, il y avait des fédérations, il y avait des gens, et il y avait des tournées des fédérations régulières, des différents responsables de partis, et petit à petit tout ça a disparu, peut-être parce que c'était trop de boulot, trop rasoir, trop compliqué, trop long, mais en fait non, c'est un travail de terrain, je le répète, qu'ils ont abandonné, et les militants ont disparu, mais les militants ont existé. Ce n'est pas que des relais, il n'y avait pas que des relais, il y avait des militants, des bénévoles qui se donnaient un mal de chien pour faire vivre leur parti, et aujourd'hui ces partis sont réduits à l'os. Bon, après, on va me dire que je vais trop prêcher pour ma paroisse. T'as le droit un petit Mais peu, rien t'en as le temps. Non, mais c'est un truc qu'on a vu pendant les élections législatives, où dans les forces militantes qui étaient sur le terrain. Mais tant que tu annonces ta paroisse, en fait, moi, ça Tant me que j'annonce dérange ma pas. paroisse, oui, je Oui, suis bien militant dire à la d'où on France parle, Insoumise. voilà. Exactement. Bien dire Je d'où on parle, respecte c'est le très Conseil d'État important. à ce niveau-là. Non, il ne faut respecter pas le Conseil d'État, ceux qui nous regardent. Oui, bien sûr, c'est ce que je fais. Mais quand on regardait les forces militantes qui s'étaient jetées dans la bataille pour le nouveau Front populaire, quel que soit pour le député pour lequel il militait, c'était massivement quand même des forces militantes insoumises. Je sais que c'est une obsession sur le fait d'enraciner ce genre ces bastions-là. Donc, je ne signerai pas l'arrêt de mort de la gauche sur du moins une absence de volonté de faire revivre ces bastions Je ne militants. parlais pas de la France Insoumise, je parlais du Parti Socialiste. Oui, ça, le PS, on est d'accord. Voilà, mais c'est ça dont je parlais. Vous la Je raccommodez, parlais- Très bien. c'est Je très parlais bien. du PS, voilà. Lucas, il y a Gorion qui a beaucoup aimé ton concept de Vendée centriste. De quoi? De Vendée centriste. Vendée centriste. T'as pas parlé de Devant? Ah, la Vendée. la Vendée La Vendée. centriste. Oui, oui. C'est une blague. D'accord, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'électorat macroniste, c'est un électorat effectivement qui est ni droite ni gauche. Et quand on regarde les cartes électorales du macronisme, ils sont en fait dans la France qui va bien. Et dans les trucs de France qui va bien, moi j'ai des indicateurs que j'aime bien regarder. Je suis rédacteur en chef d'un journal économique, par exemple. Je regarde en fait les circonscriptions dans lesquelles il y a beaucoup d'entreprises familiales, des boîtes de 100, 200 habitants salariés, qui exportent, on va dire, plus de 50% de leur production. Et en fait, il y en a beaucoup en Alsace, dans le nord de la Haute-Savoie et en Vendée. C'est les trois zones en fait où il y a le plus d'entreprises familiales dynamiques, et c'est là en fait où le vote, on va dire macroniste, est le plus fort. Donc, quand on s'intéresse au vote macroniste, il faut vraiment regarder le nombre d'entreprises familiales qui exportent, et effectivement, il y a la Vendée dedans. Je voulais juste aussi dire quelque chose sur ce que tu disais sur LFI. Effectivement, LFI a des militants. Effectivement, ils sont partout sur le terrain. Le truc, c'est que, on va dire, le corpus idéologique de LFI va marcher dans certains pans du territoire, mais va faire un flop ailleurs.
Je donne un exemple très bête, c'est la dernière campagne européenne qui a été vraiment axée sur Gaza. On est d'accord que Gaza était le thème de campagne principal. Alors au total, LFI a fait plus de 40% d'électeurs en plus de 2019 à 2024, ce qui est énorme. En Seine-Saint-Denis, ils ont gagné 300% d'électeurs. Donc là, le discours a énormément porté. En revanche, ce qu'on ne nous dit pas trop, c'est qu'il y a 95% à peu près de départements en France métropolitaine, et il y en a quand même 40 dans lesquels LFI a perdu des électeurs entre 2019 et 2024. Ces départements dans lesquels LFI a perdu des électeurs, c'est souvent des départements de gauche, et parfois des départements, les rares départements dans lesquels Mélenchon était en tête en 2017. Des départements comme le Tarn, le Gers, les départements pyrénéens, etc. LFI a été en retrait, et c'est Glucksmann qui est passé devant. Pourquoi il est passé devant ? Parce que le Sud-Ouest, c'est vraiment la terre des radicaux socialistes, avec vraiment des militants qui sont vraiment sur le terrain, qui comprennent les gens, qui comprennent les enjeux locaux. Ce qui prouve d'ailleurs qu'en fait, quand les militants sont bien ancrés sur le terrain, Virginie, ils peuvent quand même avoir des bons résultats. Absolument. On est d'accord. Il y a Poisson-Chat qui nous demande, bon, ça résume en plus la plupart des questions du chat, hein, mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment une solution à l'équation là maintenant en fait, celui qui va bouger va perdre les prochaines élections. Vous êtes d'accord avec Poisson-Chat? Salut Poisson-Chat. C'est-à-dire qui va bouger? Qui est celui qui va bouger? Le parti qui fait ou un compromis ou une compromission. Ah. Oui, ça revient sur ce que je disais, sur l'espoir, sur l'analyse partagée que c'est une période transitoire jusqu'au prochain coup et qu'il n'y a aucun intérêt à... Parce que quand même, il y a des oppositions de fond en termes de programme. Je sais que voilà, beaucoup de discussions à gauche se posent sur quelle partie du programme du Nouveau Front Populaire est-ce qu'on va sacrifier. Il y a les questions de la retraite, les questions, etc., qui sont posées. Mais je pense aussi que pour les macronistes, ils ont aussi... Pour le bloc central, on va dire. Allez, ils ont aussi un programme politique et une idéologie politique qu'ils ne veulent pas concéder. Enfin, encore une fois, la retraite est un exemple presque caricatural de tout cela, mais il y a aussi plein d'autres choses sur la répartition, la répartition des salaires au niveau de l'entreprise, sur la taxation des ultra riches, etc., etc. Il y a des trucs sur lesquels il y a des lignes rouges de chaque côté, y compris pour le RN. Donc, en effet, à ce niveau-là, je pense que le premier qui bouge risque de se griller. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est un petit peu ce que j'avais dit au moment de la dissolution, quand je disais que finalement personne n'avait intérêt à rentrer dans ce bourbier du gouvernement. Et là, pour le coup, il n'était pas dans la ligne de la France insoumise. Mais en effet, parce que fondamentalement, les équilibres politiques n'ont pas changé. Dans la ligne de la France insoumise qui disait qu'il fallait absolument pas aller dans le gouvernement. Non, pour Lucie Castet. De pousser Lucie Castet pour être première ministre. Oui. Mais dans l'idée de gouverner en règle générale. Mais donc en fait c'est ça, c'est que les équilibres politiques n'ont pas changé. Pour moi la situation en fait n'a pas bougé depuis juillet. On est en fait qu'à ses conséquences en cascade. Alors on peut appeler ça une crise. Moi j'ai du mal à voir ça une crise. Je vois comme ça une conséquence finalement des équilibres qui n'ont pas été réglés et que je pense que chacun va essayer justement de s'en accommoder et de survivre en continuant de faire son travail sans trop se compromettre, justement. Oui, enfin, moi, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que je ne sais pas très bien ce que pensent les électeurs et les Français, mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont dans des préoccupations qui sont très éloignées de celles qui occupent nos parlementaires. Les parlementaires et le spectacle qu'ils ont donné depuis 2 mois et l'aboutissement qui a été que le budget n'a pas été voté, franchement, ça va mettre beaucoup de gens d'abord en colère, on l'a vu, parce qu'il y a eu des permanences d'élus qui ont été vandalisées par des agriculteurs. Enfin, tous ces gens-là... Par la FDSEA quand même. Donc, Pardon ? Par la FDSEA, donc c'est quand même pas non plus des agricultures particulièrement neutres, ni... C'est pas ce que je dis. C'est pas des gilets jaunes. Ce que je dis, c'est que le fait que le budget soit pas voté, le fait qu'on rentre dans une période d'instabilité complète, le fait que finalement les problèmes ne seront pas réglés, même si ils n'auraient pas été magiquement réglés par le budget, mais il y avait quand même des avancées dans un certain nombre de domaines, finalement ça joue contre les partis. Il ne faut pas penser que les Français se disent « Ah mais c'est génial, les lignes rouges de la France insoumise, ah mais c'est génial, les lignes rouges du Rassemblement national, ah tout ça c'est amusant ». Non, pas du tout, c'est pas amusant. Les Français, ils ont du mal à terminer leur fin de mois, ils ont du mal avec la vie chère, ils ont du mal avec les engagements qui ont été pris pour certaines catégories de personnes et qui ne seront pas tenus, et je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront tenues. Ils ont du mal avec cette classe politique qui finalement se fiche un peu comme de l'an 40 de leurs vraies préoccupations et sont centrés sur leur propre calendrier. Présidentielle, municipale, législative, j'en passe. Mais tous, on voit bien, tous
nos élus et nos responsables depuis 2 mois, on voit bien qu'ils sont animés par toute autre chose que le budget, par toute autre chose que la vie des Français et par toute autre chose que de régler les problèmes qu'ils sont censés régler. Franchement, si le budget, c'est un travail parlementaire, il faut voir comment ce travail a été fait. Franchement, ça a été salopé du début à la fin et c'est une honte de mon point de vue. Plus que de la colère, parce que je pense que la colère peut être féconde, puisqu'elle peut politiser aussi. Moi, mon angoisse, c'est surtout celle de la lassitude et du désintérêt, en fait, vis-à-vis de la politique. Vous oubliez la colère. C'est pas de la lassitude et du désintérêt, ça va être de la colère. Non, mais je dis que la colère peut être féconde. Là où la lassitude peut être un véritable Elle peut danger. aussi porter les Français dans la rue et Oui, créer des mouvements comme exactement, et politiser comme il y a et pu faire exister en en sorte France, comme les Gilets qu'une jaunes, plus par grande masse de exemple. personnes, en effet, se saisissent de la politique. L'angoisse que j'ai, c'est celle de la lassitude et celle justement du désintérêt et du désengagement progressif. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à nous, bon, on va continuer de courber les chines, de toute façon, on n'y peut rien, et finalement, une acceptation, même presque du fait autoritaire qui peut exister politiquement. Et ça, pour moi, c'est comment dire, c'est un danger politique beaucoup plus grand que celui de la colère, à mes yeux. Moi, il me Lucas, semble que la colère, et je finis, je m'arrête. je t'en prie. Moi, il me semble que la colère va conduire à des votes dont on n'imagine pas la violence lorsqu'elles vont réellement, lorsque ces voix-là vont réellement s'entendre. Les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qu'on écarte parce qu'on dit non, le Rassemblement national ne fait pas partie. Je les défends pas, ce ne sont pas mes idées, je n'ai jamais voté pour eux. Mais ces 11 millions-là, c'est beaucoup de gens qui se disent, nous, on est vraiment les oubliés du système, les méprisés du système, et en plus, on ne considère pas dans le système. Vous allez voir ce que ça va donner lorsqu'ils se seront dit que toutes les autres formations politiques se sont amusées avec la politique, amusées avec les vrais sujets qui les concernent. Ils se diront, là où on en est, on n'a plus rien à perdre et on peut voter différemment. Lucas, je te vois dubitatif. Oui, C'est oui. pour couper la chic à Cassandre. Non, Elle est sautée à la gorge de Virginie. Lucas veut me sauter à la Mais non, il gorge. n'y a que les gens Non, courtois et non. bienveillants ici. Pardon, Lucas. Lucas, je t'en prie. Non, j'ai du temps de retard, Oui, mon on temps va de parole faire. à rattraper, donc je voulais réagir. T'as droit à un sur tunnel de plusieurs 8 minutes si tu veux. Non, Non, fais surtout pas ça. Vas-y, je t'écoute. Non. D'abord, on T'en disait prie. effectivement que tous les partis ont un agenda, on va dire, de politique politicienne. En fait, quand on commente, ça je le dis aux téléspectateurs, quand on commente la politique, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui disent, en fait, on va s'intéresser aux idées, on va s'intéresser au débat. La politique, c'est noble. Puis il y a d'autres gens qui disent, non, en fait, la politique, c'est pas noble. Les partis politiques, quand ils réfléchissent, ils pensent à comment avoir de l'argent, comment avoir des sièges. Et en fait, tout est lié à ça. Une économie d'un marché. C'est un marché, la politique. C'est un marché. Plus on a de députés, plus on a des sous. Plus on a de sous, plus on a des personnes qui sont redevables, qu'il faut récompenser. Et quand on regarde en fait certains mouvements de technique politique, c'est totalement lié à ça. On parlait du PS tout à l'heure. Pourquoi le PS maintenant va négocier à Matignon? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est facile. Le PS, avant 2022, quand on regardait leur nombre de députés, ils en avaient, et c'était le cas de tout le NFP, entre 30 et 40% qui étaient dans les centres-villes. Aujourd'hui, le groupe PS est à 66 députés, d'accord? Ces 66 députés sont dans ce qu'on appelle la France périphérique. Et on le disait tout à l'heure, ils sont beaucoup dans le sud-ouest. Les électeurs du sud-ouest, c'est des radicaux socialistes. C'est des gens qui aiment bien Carole Delga. Ils votent pour elle à chaque élection. C'est des gens qui aiment bien Bernard Cazeneuve. Donc aujourd'hui, les députés socialistes, s'ils pensent à leur réélection, ils se disent à l'instant T, il vaut mieux, entre guillemets, négocier avec Emmanuel Macron. Et du reste, regardez qui va négocier avec Emmanuel Macron. Boris Vallaud, député des Landes. Les Landes, c'est vraiment un département toujours à gauche, mais qui n'aime pas trop justement le bruit et la fureur mélenchonien. Donc en fait, les socialistes se disent, ok, on a laissé les circonscriptions des grandes villes et des banlieues à LFI. Nous, on va bétonner un socle, par exemple, dans le sud-ouest. Et pour ça, on a besoin de montrer qu'on est constructif. Et puis, pourquoi pas d'aller négocier avec Macron. Moi, ce qui me semble aussi, c'est que tous ces députés-là qui ont voté la censure, y compris le Parti socialiste, quand ils sont retournés dans leur circonscription, ils s'attendent peut-être pas à être accueillis comme ils ont été accueillis. Et en fait, ils se sont fait tous très engueuler. Et on leur a tous dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous vous occupez pas de nous? Vous vous amusez entre vous? Personne n'a trouvé que c'était un acte héroïque de voter la censure. Et ils se sont dit, ah merde, on fait peut-être fausse route. Ah merde, on est peut-être en train de se mettre dans un cul-de-sac. Cette radicalité dont on trouvait qu'elle était merveilleuse, en fait, elle va nous couper de nos électeurs. Et Olivier Faure, qui a été élu de justesse la dernière fois, se dit « Ouh là là, le vent tourne, peut-être qu'il faut que je montre que, oui, j'ai voté la censure, mais que demain, je peux aller peut-être négocier avec Emmanuel Macron. » Et là, il y a un virage à 90 degrés, mais peu importe, en fait. Il s'agit aussi de s'assurer une survie politique un peu plus longue, peut-être.
Et puis il est possible aussi que les socialistes aient enfin compris quelque chose, qui pourtant était très clair. Hein. Lisez le blog de Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est moi, je suis un peu enrhumé. Un mouchoir. Pardon, je vais me moucher après ma petite tirade. Lisez le blog de Jean-Luc Mélenchon, étudiez ses discours. C'est lui le principal théoricien du mouvement. Son but, c'est de faire la peau de la social-démocratie. Il s'en cache pas. Donc forcément, quand on est social-démocrate, on n'a pas à s'allier avec Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas s'allier avec quelqu'un qui veut nous tuer. Ça, ils l'ont enfin compris. Puis ils ont compris aussi quelque chose, c'est que finalement, j'imagine qu'autour de vous, vous connaissez des socialistes. Il en reste. Il en reste des jeunes socialistes. En vrai, Qui y croient encore. Et qui y croient, oui. Qui y croient encore, mais en termes d'idéologie, en termes de vision de la France, ils sont beaucoup plus proches de macronistes que de LFI. Et donc en fait, pour gouverner au quotidien... C'est toi qui le dis, je ne sais pas. Non, mais... Après, ça me paraît évident, vu que c'est le PS qui a accouché du macronisme. Non, mais mettez dans une salle un militant insoumis, un militant PS, un militant Renaissance, faites-les parler pendant 2 heures, vous vous rendrez compte qu'au bout d'un certain moment, ça converge. PS et macronisme peuvent travailler ensemble, et LFI sera un peu plus intransigeant. Bah, je pense que c'est... Enfin... Merci. On passe par où? Derrière, on fait le petit cabriole et on va derrière. Mais après, bon, qu'il le fasse, ça relève des équilibres internes du Parti socialiste. Mais je pense que c'est ce qui, historiquement aussi, a tué le PS, en fait, cette lente glissade vers le bloc central qui a fait... rappelle qu'avant 2017, on fusillait tous, non, mais pour revenir même y compris aux électeurs du RED, mais pas que, aussi à la gauche un peu plus radicale, on parlait de l'UMPS, c'était presque devenu... Bon, l'alternance, c'était presque une certitude. Ah non, à gauche aussi. C'était dans la gauche radicale aussi. C'est l'expression de Marine Le Pen. C'était beaucoup le RN quand même. Ouais. Non, mais en tout cas, c'était une récupérée si tu veux par la gauche, mais oui. C'était une bonne trouvaille qui a été reprise, je sais, par des camarades de la gauche radicale. Mais parce qu'en fait, il y avait un constat que finalement, chacun jouait le jeu de l'alternance comme s'il allait hériter magiquement du pouvoir à la suite, et que finalement, le fond politique, les programmes, finalement, pouvaient se négocier sur un coin de table. Donc, il y a une question, en effet, de politisation qui se pose derrière. Et je pense que ce que va faire le PS s'il décide de... Après, bon, c'est pas très clair, parce que là, bon, ils sont allés voir Macron à l'Élysée, il y a Cyril Châtelain qui a dit « Génial, il nous a proposé une super façon de travailler », ils y sont retournés, ils ont dit « Ah ben en fait, non, pas du tout ». Donc bon, il y a aussi cette question-là je pense qu'ils donnent des gages de respectabilité en allant parler à Macron, mais que derrière, ils savent pertinemment que le principe d'un compromis, c'est que c'est les deux qui font un pas vers l'autre, et pour l'instant, tous les pas qui sont prêts à faire vers le macronisme n'est pas prêt à faire vers eux. Donc, je pense aussi qu'à ce niveau-là, il y a un enjeu de respectabilité pour le PS, mais je ne pense pas que ça va se traduire en une véritable travail de coalition. Après, il y a évidemment des majorités texte par texte, mais c'est comme ça que l'Assemblée nationale a toujours fonctionné. Il n'y a pas un enjeu de respectabilité, il y a un enjeu de responsabilité, montrer qu'on est capable de bouger, de s'ouvrir et de ne pas rester enfermé dans une coalition du Nouveau Front Populaire que une partie des électeurs socialistes ne comprennent pas. Et le résultat de Glucksmann aux européennes montre bien ça, c'est qu'il y a quand même encore des électeurs socialistes qui veulent un parti socialiste très différent de celui qu'a incarné jusqu'à présent Olivier Faure. Alors, je ne sais pas si Olivier Faure est prêt à changer. En tout cas, c'est vrai qu'il fait des pas, c'est vrai qu'il bouge, et c'est vrai qu'il dit, nous, on veut quand même un Premier ministre de gauche, et qu'on lui répond, oui, bon, alors ça peut-être pas, et que du coup, c'est un dialogue de sourds qui est en train de se passer sous nos yeux. Et moi, j'attends de voir quel va être demain matin ou demain soir le Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais ça risque d'être un faux Premier ministre de gauche. Enfin, si c'est François Bayrou, franchement, qui est le premier soutien d'Emmanuel Macron depuis 2017, et qui a renoncé à sa candidature présidentielle pour soutenir Emmanuel Macron. Entre nous, la candidature présidentielle de François Bayrou en 2007 n'était pas très bien partie. Enfin bon, il y a quand même renoncé, il lui a apporté les voix qui lui manquaient et Emmanuel Macron s'est fait élire. Si c'est ça, le Premier ministre de gauche, là franchement, c'est du foutage de gueule. Si c'est Bernard Cazeneuve, c'est un peu mieux, mais on n'est pas tout à fait près du but. Mais ça sera un peu mieux. Mais même ça, je ne sais pas si Emmanuel Macron le fera. Je ne sais pas. On aurait qui comme nom, là, qui conviendrait à peu près? Bayrou, ça fait figure de repoussoir. Le Cornu. Mais non, mais ça dépend pourquoi. Mais oui, est-ce que c'est pour faire un gouvernement d'union nationale? Est-ce que c'est pour faire une alliance PS-Macronie? Est-ce que c'est pour mettre la droite dans l'alliance? Tant qu'on ne connaît pas en fait la configuration du futur gouvernement, on ne peut pas savoir quel est le meilleur Premier ministre. Là, on va nous dire peut-être que ça va être, admettons, Sébastien Lecornu.
Est-ce que Sébastien Lecornu va être capable de travailler avec le PS si le PS monte à bord? On va nous dire c'est François Bayrou. Mais est-ce que François Bayrou va avoir des bonnes relations avec LR? Il a des relations très très tendues avec LR. Donc tout est question de composition du futur gouvernement. Oui, non, moi j'aime pas jouer les Madame Irma, je déteste faire de la prospective en politique, mais je pense que le bloc central est un tel panier de crabes que, quel que soit le nom, on va se retrouver avec la même situation. Il va être incapable, déjà pour composer un gouvernement, ça va être galère, mais en plus de ça, pour essayer de, enfin, pour créer des coalitions. Encore une fois, même sur des coalitions texte par texte, comment dire, il y a des priorités, y compris des priorités médiatiques, qui reviennent en boucle dans la bouche des macronistes, notamment la loi immigration, ces choses comme ça. Donc il faudra un Premier ministre qui serait capable de défendre cette loi-là sans trop, en réussissant suffisamment à récupérer le poids de la droite, parce que c'est clairement pas la gauche qui va voter ça. Donc bon, ça va pas durer tout ça, quoi. Mais la réforme des retraites est est un très bon exemple. C'est pas une priorité médiatique, c'est une priorité politique sur laquelle s'oppose de façon extrêmement frontale, bien sûr, le bloc macroniste et le nouveau Front populaire. L'un et l'autre n'ont. Je rappelle que le nouveau Front populaire voulait abroger cette réforme des retraites pour le bloc macroniste. Évidemment, il n'en est pas question. Alors maintenant, on dit oh là là, ça peut être gelé, ça peut être discuté. On peut réunir une grande conférence sociale et puis on peut en débattre. Mais enfin, on n'est pas du tout près d'un accord. Il n'y a pas d'accord possible. Et Emmanuel Macron, dont c'est finalement la réforme emblématique de ces 7 ans, ne veut pas qu'on détricote cette réforme des retraites. Donc ce n'est absolument pas un argument médiatique, c'est un argument politique. Et là aussi, nommer un Premier ministre demain, puisqu'il va être nommé demain, si j'ai bien compris, moi je ne vois pas quel va être l'accord sur un sujet aussi emblématique que la réforme des retraites. Alors, d'abord, il faudra en passer par le budget, mais là aussi, pour le budget, quel budget ils vont trouver sur lequel ils vont être d'accord? Est-ce qu'il va falloir adopter le budget qui a déjà été préparé par Michel Barnier et ses équipes, ou est-ce qu'il va falloir refaire un nouveau budget complètement différent, qui sera inspiré par la gauche, qui sera totalement différent de celui qu'on a vu? Alors là, franchement, on nage en plein inconnu. Et c'est pas le Premier ministre qu'on va nommer demain. Si on ne sait pas ce qu'il va faire, comment il va le faire et avec qui il va le faire, je vois pas où on va, moi, personnellement. Oui. Je pense qu'on va au mur. Il y a Tranche qui dit Ludo est toujours vivant. Alors Ludo est toujours vivant, mais Ludo ne coupe jamais ses invités, parce que c'est le principe du talk en fait, c'est qu'on a le temps pour parler justement, et en l'occurrence mes invités parlent. J'ai aucune raison de les interrompre. Je te passe immédiatement la parole, Cassandre, mais il me semble que Lucas voulait la prendre il y a 3 minutes. Oui, moi je suis dressé par les chaînes d'infos en continu, on peut pas parler. Non, ici on a le temps. C'est vraiment l'occasion pour le faire. On a 1 heure. 1 heure, c'est bon, c'est à la fois beaucoup trop court évidemment, mais c'est aussi ça permet. Moi, je fais 4 heures tous les soirs. Donc... oui, voilà, et tout seul en plus. Mais ça permet de déployer les raisonnements sur un temps long, et c'est un peu votre raison. Mais juste, on parlait du bloc macroniste. En fait, pour bien comprendre quel est l'intérêt du bloc macroniste, il faut comprendre quels sont ses électeurs, où sont situés ses électeurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'où tu parles, camarade. Aujourd'hui, le bloc macroniste, c'est devenu vraiment un parti, ce qu'on appelle de droite libérale. Je vous donne un indice très simple. Vous savez, dans les partis politiques, parfois, il y a des porte-paroles un peu médiatiques qui sont sur les plateaux et tout. Ils distillent les éléments de langage. Après, on leur dit, ben voilà, on va te donner une circo vraiment gagnable, jamais tu la perdras. Quand on fait partie du RN, on va nous mettre dans l'Aisne, dans la Meuse, dans les Bouches-du-Rhône, etc. Quand on est à l'FI, on dit, allez, tu vas dans l'Essonne, le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis. La terre vraiment de prédilection des macronistes, c'est les Hauts-de-Seine. Et Paris. Et Paris, mais certains quartiers de Paris. Mais par exemple, regardez, à la présidentielle de 2022, Neuilly-sur-Seine, Macron fait pratiquement 50% dès le premier tour. Donc aujourd'hui, le bloc macroniste, en fait, c'est un bloc de droite libérale. Ils sont implantés dans les beaux quartiers des grandes métropoles. Ils sont implantés dans ce qu'on disait la France qui va bien, l'Alsace, la Savoie, la Vendée, toute la côte. Vous regardez un truc très important. Vous prenez les boomers. Alors, il faut que tu définisses ce que tu entends par boomer, s'il te plaît. Ce sont des personnes qui sont nées pendant les 30 glorieuses. Virginie, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est-à-dire entre 1945 et 1974. C'est des personnes qui ont bénéficié de taux d'intérêt bas pour l'immobilier, qui sont propriétaires, qui sont partis à la retraite tôt, qui ont certains pécules. À partir du moment où ils sont assez riches, ils disent tiens, on va peut-être acheter une petite maison en Bretagne ou sur la côte. Regardez par exemple le littoral français. Regardez qui sont les députés sur le littoral français, c'est presque toujours des députés macronistes. C'est un bon indice pour se dire que c'est quand même un parti de vieux.
Donc effectivement, le macronisme, c'est devenu le parti des vieux et le parti des riches. Et donc forcément, quand il doit bétonner son socle, il va essayer de donner à manger aux vieux et aux riches, ce qui est vrai. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment, le mythe de la Startup Nation, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand vous regardez le discours politique, souvent, les gens qui disent on va faire jeune, en fait, ils sont vieux. Oui, c'est une vision très boomer des startups. Non, mais vraiment. Et regardez d'ailleurs, entre guillemets, les candidats les plus populaires chez les jeunes, souvent, c'est des vieux. En France, c'est Mélenchon. Aux États-Unis, c'est Bernie Sanders. Vraiment, mais c'est toujours ça. Même une marque qui fait de la pub et qui essaye de faire Jones, on sait direct que c'est un truc de vieux. Non, mais oui, du coup.
fait, ça signifie que les 11 millions d'électeurs RN et les 8 millions d'électeurs LFI n'appartiennent pas au camp de la raison. Et ça, c'est extrêmement violent pour les gens. J'aimerais juste rajouter un dernier truc, encore une fois sur les études, parce que c'est mon dada. Qu'est-ce qui a fait en fait gagner Trump en 2016 ? C'était la sortie de Hillary Clinton, où elle disait qu'en fait les électeurs de Trump étaient des déplorables. Mais en fait, non seulement les gens sont en colère, et puis il y a des gens qui se disent en fait, on n'a pas parlé comme ça de concitoyens. Donc vraiment, la situation actuelle. C'est difficile le format podcast parce qu'on a le temps de parler. En tout cas, T'es en direct, si tu veux. Je peux te resituer dans le direct. Il y a 15 000 personnes qui vont te. J'espère que ce qui se passe, c'est un pochetron du coin qui part dans tous les sens. Mais pas du tout. En tout cas, il faut regarder toutes les raisons de victoire des partis populistes de droite ou de gauche. Dernièrement, en Argentine, c'était le cas. À chaque fois, c'est la haine entre guillemets des élites qui se sont entendues dans le dos du vrai peuple. De l'entre-soi. De l'entre-soi. Et on a quelqu'un qui arrive qui dit, moi je vous donne un langage de vérité, j'insulte les puissants. Et là les gens aiment bien. Et en France, on arrive petit à petit à cette ambiance-là. Je rajouterais une chose, c'est que Marine Le Pen a dit hier, alors elle réagissait au fait qu'elle n'était pas invitée à participer aux discussions et au fait que justement tout le monde se réunisse, à l'exception de la France Insoumise et du RN. Alors évidemment, elle n'a pas évoqué la France Insoumise, mais elle a dit, mais pour moi c'est du miel. Ne croyez pas que je m'en plaigne, ne croyez pas que je sois malheureuse. C'est du miel. C'est du miel pour moi. Du miel, le miel, c'est son mot. Elle a dit ça quand ? Hier ou avant-hier. En public. À l'Assemblée nationale, elle était interrogée par un journaliste. C'est du miel pour moi et c'est du miel pour les électeurs. Et elle a raison. Oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça fait des années que Mélenchon dit à la fin ce sera entre eux et nous. C'est parce que finalement il y a ce même constat en fait, comme tu as dit quoi. Et pareil sur l'insulte des électeurs, il y a aussi pareil sur les islamo-gauchistes, les trucs comme ça. Je pense qu'on est face à une situation assez miroir avec aussi une diabolisation médiatique immense. Donc c'est clair qu'à la fin, et je pense que c'est aussi ça finalement toutes les gesticulations qu'on retrouve dans le bloc central, c'est aussi que le bloc central a conscience qu'il va se retrouver écrasé en fait par ces deux grosses tendances qui révèlent aussi des tendances il a nourri la bête. Mais il a un atout, il a un immense atout, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est les boomers. Je rappelle qu'en France, l'âge médian d'un électeur, c'est 49 ans. Ça veut dire qu'un électeur sur deux en France a plus de 50 ans. Donc ça va toujours assurer, en tout cas sur les 10-20 prochaines années, un socle de à peu près 15-20% au bloc central. Mais quand ces gens-là seront morts et que ce sera les nouvelles générations qui en réalité deviennent de plus en plus radicales, qui seront majoritaires, là effectivement on risque d'avoir un changement de cap politique. J'ajouterais que sur la progression du RN, ça je crois c'était Yann Lelanne qui avait fait une analyse là-dessus. Quand on observe entre 2017 et 2022, là où on voit que le RN se considère relativement capé au niveau des classes populaires, c'est davantage dans les... c'est-à-dire qu'ils ont assuré leur socle dans les classes populaires. C'est plutôt dans la progression qui est assez intéressante qu'on voit dans l'électorat RN, c'est celle des salariés qualifiés. Et donc il y a aussi cet enjeu-là, je pense, et c'est pour ça aussi que je ne sais pas comment le RN va jouer ça, et je pense qu'il y a aussi c'est aussi pour ça que je me concentre beaucoup aussi sur la façon dont ils prennent un petit peu le pas sur l'électorat LR à ce niveau-là, sur leur capacité aussi à progresser dans une petite bourgeoisie un peu plus éduquée, etc. Et je pense que c'est plutôt là-dessus que la progression va se faire, et ça va dépendre énormément donc d'autres choses, je pense, que de la colère, mais aussi d'une conviction progressive avec en fait un glissement progressif. C'est pour ça que je parlais de la loi immigration tout à l'heure, mais il y a aussi des tendances de fond dans la société française, que ce soit sur le racisme et la xénophobie, qui progressent mine de rien, et je pense que c'est aussi beaucoup là-dessus que le RN va parier, d'où la grande angoisse de l'ouverture potentielle d'un champ à droite pour le bloc central, quoi. Mais je crois que le RN a progressé dans toutes les couches de la population. À peu près, ouais. Chers amis, il est 18h58, passé de 28 secondes, et c'est bientôt l'heure de nous quitter. C'est en tout cas le mot de la fin, le premier mot de la fin de Lucas Jakubowicz. C'est moi qui ai le mot de la fin ? Oui, non, vous aurez chacun votre mot de la fin, ou le mot de la suite, c'est comme vous voulez. Je dirais, parce qu'on parlait des classes moyennes. Je voyais que tu voulais répondre. Non, on parlait des classes moyennes, on parlait des populistes. Je donne un petit conseil aux personnes qui nous regardent. Regardez le résultat de tous les partis populistes de droite ou de gauche qui gagnent des élections. Ils gagnent, pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils font le plein chez les classes moyennes, des classes moyennes qui n'ont plus confiance, qui se sentent paupérisées. À cet égard, regardez vraiment tous les indicateurs socio-économiques. Difficulté d'emprunt,
difficulté de devenir propriétaire chez les classes moyennes. Si vous voyez que ces indicateurs sont dans le rouge, statistiquement, les extrêmes vont augmenter. Cassandre, le mot de la fin. Oui, pour revenir du coup sur la question du Premier ministre et du gouvernement, c'est vrai qu'on a beaucoup. Mais oui, je pense que je vais. J'ai jamais aussi peu parlé pendant un stream, c'est formidable. Pardon. Vous êtes très bon. Mais non, Merci. mais concrètement, les équilibres politiques n'ont pas changé. Il y a un pari général sur le fait que ce n'est qu'une situation transitoire et que magiquement ça va décanter. Donc je pense que quel que soit quel que soit le choix de gouvernement, ça ne risque d'être qu'une redite finalement de l'échec qu'on a eu avec Barnier, puisqu'en fait finalement chacun est en train de jouer déjà le coup d'après. Et là-dessus, je pense que les macronistes ne sont pas suffisamment prêts, n'ont pas suffisamment de hauteur de vue pour pouvoir contrer ça. Dans le chat, il y a Badoul qui dit trop bien le talk, merci, bonne découverte. La dame blonde, désolé, je ne connais pas son nom. La dame blonde s'appelle Virginie Leguet. Bonjour. Virginie, le mot de la fin ou le mot de la suite? Moi, je dirais que ce qu'on a connu pendant 40 ans, c'est-à-dire une majorité, une opposition, une majorité, c'était réglé comme du papier à musique, c'est définitivement fini, enfin définitivement pour un très long moment. Je crains que les électeurs se soient prononcés de façon très claire et qu'aujourd'hui, l'électorat est très fragmenté. Alors aujourd'hui, c'est en 3, peut-être qu'un jour, ça sera en 4, et qu'il va falloir que nos hommes politiques qui décidément n'y sont vraiment pas prêts et ont montré depuis 2 mois qu'ils n'étaient pas prêts, apprennent à travailler autrement et à travailler ensemble. Merci Virginie Leguet, merci Lucas Jakubowicz, merci Cassandre. 19h, passé le 46 secondes, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci à tous nos invités et aux 3 précédents. Merci aussi, bien sûr, à Cyril Balta à la régie, à Stéphanie Berlu au visuel. Merci à Camille Rio à la programmation. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord pour poursuivre la discussion, par exemple, avec moi, si vous avez envie. En fin de semaine, si j'ai le temps, j'ai pas toujours le temps, mais j'essaie quand même. Le lien est dans le chat où Jules va mettre le lien. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles et donc avec le son de la maison de la radio et de la musique, qui fait parfois quand même plutôt bien ça. Vous retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve demain soir à 17h, je pense. Avec quoi au programme, Camille ? Je réveille Camille Rio d'un sommeil profond. Camille, programmateur du stream. Oui, enchanté. Je vais mettre ici. Comme ça, bouge Stéphanie Leguet. Demain, on se retrouve toujours dans le thème sur la chute du gouvernement Barnier. On va voir ce qui va être annoncé demain soir. Et qui pour succéder à Matignon. Et dans un second temps, on s'attardera sur les riches et leur impact sur l'environnement et l'écologie. Avec les riches qui peut-être saccagent la planète. Merci Camille Rio. Camille, nouveau programmateur du stream. Rendez-vous donc demain à 17h. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.